Maintenant, il s'agit d'ouvrir officiellement ce Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et pour ça, j'appelle M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, que je remercie en votre nom à tous pour son accueil. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Messieurs et Mesdames les parlementaires, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour plusieurs raisons. Et avant d'entrer dans mon propos, je voudrais vous dire que entreprendre et se considérer comme un entrepreneur d'avenir me paraît être aujourd'hui l'action et la reconnaissance à son égard, concernant ses propres responsabilités, la plus essentielle au moment même que nous traversons, au moment historique que nous traversons. Je veux parler, vous l'avez compris, de la crise capitalistique, de la crise financière, de la crise économique, mais également de la confrontation de l'homme face à la planète, c'est-à-dire aux enjeux environnementaux. Je veux d'abord saluer le président Claude Tandil. Son initiative est évidemment au cœur d'une préoccupation, vous l'avez compris, que nous avons en commun. Bien entendu, saluer une nouvelle fois Nicole Notat, que j'apprécie particulièrement dans la profondeur de ses convictions, la continuité de l'action qu'elle mène. Et dans des périodes telles que celles que nous traversons, c'est évidemment important d'avoir une boussole, de savoir où l'on va et d'avoir une priorité que nous partageons, le droit, l'homme. Et vous saluez tous, et en particulier les entrepreneurs qui, depuis la nuit des temps, ont accompagné notre histoire, l'histoire du progrès, parce que c'est cela qui nous mobilise. Et je réserverai à mes collègues et amis parlementaires, évidemment, un mot affectueux, mais aussi un mot d'encouragement, parce qu'ils sont ceux qui, quotidiennement et inlassablement, défendent leurs convictions. Et c'est ce débat où l'on voit s'affronter, se confronter les idées, qui peut permettre, par une réflexion féconde, par un travail qui n'est pas toujours simple ni facile, qui n'est pas toujours, je le reconnais volontiers, d'un aspect très flatteur, qui peut permettre à la démocratie de vivre et par conséquent à l'essentiel de triompher, c'est-à-dire le droit. Pour certains, la cause serait entendue. L'économie de marché, le capitalisme seraient contestés par les événements eux-mêmes. Frappés au cœur, frappés par la crise que nous traversons, l'économie de marché, le capitalisme n'aurait plus d'avenir. La quête du profit, irrémédiablement du côté de l'égoïsme, cela jusqu'à la folie, aurait été sanctionné par les dieux vengeurs. Le capitalisme, l'économie de marché, incarnation moderne du mal, aurait échoué. Votre présence nombreuse, ce matin, à ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, me fait penser que cette thèse ou cette hypothèse manque très probablement de pertinence. Et c'est d'abord pour vous remercier d'être venus si nombreux que je suis heureux d'ouvrir officiellement vos travaux. Le sujet, en effet, dont il est aujourd'hui question, est une cause à laquelle je crois profondément. C'est pourquoi je veux une nouvelle fois remercier les organisateurs de cette initiative, qui en appellera certainement d'autres. Les analyses et les raisonnements binaires ont souvent le charme de la simplicité. Ils en ont souvent aussi les défauts, à commencer par celui de ne pas examiner la complexité de la vérité. Condamner l'économie de marché dans son principe ou au nom
de ces excès n'a pas de sens. Faut-il rappeler que le capitalisme, tant décrié, n'a pas seulement accompagné et permis le progrès. Rappeler que l'économie de marché, des grandes foires du Moyen Âge à l'ère du numérique, a permis aux grandes démocraties d'éclore, qu'il a permis le perfectionnement de l'état de droit, le développement des sciences, de la médecine, de l'éducation, de l'hygiène, des transports, que sais-je encore. Faut-il rappeler que le capitalisme est le système économique sur lequel repose tout le bien de nos sociétés, sans doute? Oui, il faut le rappeler. Le capitalisme n'est pas mauvais en soi, loin de là. Ne serait-ce que parce que le profit, ce fameux profit, ce terrible profit, finance toutes ces activités et parce qu'elle n'en dégage pas, serait seule du côté du bien. L'État, l'école, la santé, la culture. N'oublions pas non plus qu'en France, si nous sommes regardés comme le pays qui disposerait du meilleur système de protection sociale, et on ne dira jamais assez combien il faut se mobiliser pour en assurer la pérennité, n'oublions jamais que celui-ci est quasiment totalement financé par le travail, la production, et c'est bien là l'un des défis essentiels que nous devons relever. Les atouts du capitalisme sont nombreux. Il en est un en particulier qui, en ces temps de crise, sonne comme une promesse. C'est cette idée qui nous rassemble aujourd'hui de l'entreprise solidaire, de l'entreprise responsable. L'entreprise responsable, c'est celle qui voit plus loin que l'économie. C'est l'entreprise qui décide d'assumer, au-delà de la seule logique économique, une responsabilité sociale, environnementale et sociétale. L'entreprise responsable, c'est l'entreprise qui décide de développer non seulement des activités qui rapportent, mais aussi des activités qui commencent par coûter. C'est l'entreprise qui décide de s'ériger en acteur plein et entier de nos sociétés contemporaines. C'est l'entreprise responsable qui décide de participer aux côtés des pouvoirs publics et du monde associatif à la définition du présent et de l'avenir. L'entreprise responsable, c'est l'entreprise qui considère que son intérêt peut être mis au service de l'intérêt général. Cette approche nouvelle et séduisante, non seulement parce qu'elle est juste, mais aussi parce qu'elle est porteuse de dynamique. Des dynamiques croisées qui sont sans doute le meilleur garant du succès de ces entreprises d'avenir que vous représentez tous aujourd'hui ici. Ce sont d'abord les activités sociales, environnementales et sociétales qui, à l'évidence, seront les premières bénéficiaires de l'engagement du secteur privé. Je suis convaincu, à cet égard, que les entreprises peuvent apporter des solutions nouvelles que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de proposer parce qu'elles sont tous les jours sanctionnées par la réalité. Mais cet engagement profitera aussi aux entreprises elles-mêmes, dès lors qu'il sera appelé, comme c'est probable, à devenir un critère de performance. C'est un changement de logique que vous avez décidé d'opérer sans renoncer pour autant à celle de l'offre et de la demande. Pour ou contre le capitalisme, pour ou contre les entreprises, pour ou contre le profit, des questions qui demain auront encore moins de sens qu'aujourd'hui. Si le capitalisme doit évoluer et s'améliorer, c'est à n'en pas douter en lui-même que résident ses forces de changement. Cette petite révolution est une grande promesse. Je ne doute pas qu'aujourd'hui vous allez contribuer à la faire progresser, cette grande promesse. Parce que vous avez, plus que d'autres, conscience que les dérapages du capitalisme spéculatif ont conduit à une crise qui s'explique en grande partie par le fait qu'on a substitué le profit spéculatif à la valeur du travail, au salaire du travail, au rendement de l'effort, à la juste rétribution de l'effort de l'individu. Et cela, c'est un des points fondamentaux de l'éthique qui doit nous guider.
et qui doit par là même prévenir de nouveaux dérapages, de nouveaux risques. Et puis, il y a d'autres priorités qui vont s'imposer désormais à vous. Ce sont ces priorités que j'exposais tout à l'heure brièvement, qui découlent de la confrontation de l'homme avec la planète, de l'homme avec l'environnement. L'épuisement, qui est à très court terme, l'épuisement des énergies fossiles, l'épuisement d'un certain nombre de matières premières, la sauvegarde de la ressource en eau de la planète, la sauvegarde de notre environnement au sens général, c'est-à-dire du climat, par les effets que l'activité humaine peut avoir sur lui. Tout cela va conduire à une nouvelle façon d'entreprendre, comme de consommer. Parce qu'il y a aussi des paradoxes dans ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les yeux rivés pour sortir de la crise sur la consommation. Mais dans le même temps, nous savons que nous allons devoir consommer autrement. Et si nous consommons autrement, tout va changer. Le commerce, mais également la production, c'est-à-dire votre activité, la production de biens comme la production de services. Je crois que l'on n'a pas mesuré suffisamment que nous ne sommes pas seulement au cœur d'une crise financière, économique, avec ses conséquences, hélas, sociales, trop souvent dramatiques. Nous sommes à un virage important de notre histoire, et pas seulement l'histoire de France, bien sûr, mais l'histoire de l'humanité. Et c'est pourquoi le défi que vous relevez, ce défi qui est celui d'entreprendre pour l'avenir, de vous instaurer en entrepreneur d'avenir, est un défi essentiel. Je vous encourage à y participer avec des travaux fructueux que vous pourrez conduire ici, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Cette réflexion honorera notre institution. J'appelle maintenant Claude Tandil, le président de Generali France. Generali France qui, depuis la première heure de ce projet, il y a maintenant de longs mois, lui a apporté un soutien engagé et enthousiaste pour des raisons que M. Tandil va nous expliquer maintenant. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de vous remercier de votre accueil au nom de tous les entrepreneurs d'avenir, qui, avec Generali, je dirais, sont aujourd'hui réunis grâce à vous. Je voudrais remercier aussi les autres partenaires qui nous ont aidés à constituer ce Parlement. Je pense au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, au réseau Entreprendre, à l'AFNOR, à l'association Lucie, à Choca, l'Avise, le réseau Max Havelaar, la Confédération générale des SCOP, Entreprises humaines, ainsi qu'un certain nombre de médias qui soutiennent cette initiative. Je pense au Monde, je pense à France Info et au Journal des entreprises. Vous voyez que nous sommes nombreux. Vous, entrepreneurs, vous venez de toute la France. Vous représentez tous les secteurs d'activité. Vous êtes très implantés dans vos régions. Et vous voyez que tous ceux qui nous ont aidés à vous réunir sont également très nombreux. Alors, Monsieur le Président, nous mesurons l'honneur qui nous est fait. En nous ouvrant les portes de cette maison, en nous permettant de porter ce beau nom de Parlement, en acceptant de débattre et de construire avec nous, vous contribuez à donner à cette initiative l'ancrage et la dimension symbolique dont elle a besoin, je crois, pour marquer les esprits. Vous l'avez compris, les hommes et les femmes réunis aujourd'hui ont décidé, chacun à leur manière, chacun dans leur domaine, de conjuguer la notion de création de valeurs, mais valeurs avec un S, des valeurs au pluriel. Ce sont tous des dirigeants réunis ici, quelle que soit la forme juridique de leur entreprise. Il y a certes des entreprises, mais il y a aussi le milieu associatif qui est très largement représenté, qui mettent la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale, non pas en marge, mais au cœur de leur métier, et sans y sacrifier pour autant, vous l'avez dit, c'est très légitime, le souci de performance économique qui doit être le nôtre, et à juste titre, car sans rentabilité, c'est la pérennité même de leur entreprise qui serait compromise, ainsi que la légitimité de notre projet. C'est sur ce défi nouveau que doit, selon moi, se concentrer notre attention pour démontrer tous ensemble, acteurs de la vie politique, les élus qui nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui, et acteurs de la vie économique que nous sommes tous, la pertinence de l'équation qui est la nôtre. La meilleure façon de construire la prospérité durable, c'est de veiller à ce qu'elle soit équitable, à ce qu'elle soit partagée et à ce qu'elle soit responsable.
Quand Jacques Huybrecht, dont nous connaissons les exigences et les talents pour organiser des manifestations comme la Cité de la Réussite, comme l'Université de la Terre, comme Talent des Cités, est venu nous parler de ce projet, nous y sommes reconnus parce qu'il est tout à fait en harmonie avec nos convictions et la stratégie de mon entreprise. C'est en effet l'essence même du métier de l'assurance que de se préoccuper de l'avenir, que d'être concerné par tous les phénomènes climatiques et démographiques et sociaux qui se passent dans le monde. Préparer l'avenir, c'est se préoccuper de l'avenir de nos clients, les aider à faire face, à surmonter ou à atténuer les aléas et les risques de la vie. Et par voie de conséquence, tout ce qui menace notre planète, tout ce qui menace les grands équilibres de la société, interpelle notre métier. Chez Generali, nous avons pris conscience de la portée de ce que disaient les scientifiques sur les bouleversements démographiques et écologiques, et ceci avant que la médiatisation vienne grâce à Nicolas Hulot, grâce au film d'Al Gore. Nous avons pris, nous, l'initiative d'agir à notre place, modestement mais concrètement, pour travailler avec des entreprises de taille moyenne, avec des petites et moyennes entreprises, pour faire en sorte que celles d'entre elles, et c'est le cas de tous ceux qui sont ici, qui avaient non seulement le souci de la responsabilité économique, mais le souci des équilibres sociaux, des équilibres environnementaux, qui avaient donc des comportements responsables, puissent trouver chez nous des réponses adaptées et positives, et que nous ayons ensemble un engagement de longue durée, dans des conditions de souscription de risques qui soient avantageuses, avec des réductions tarifaires significatives. Alors n'y voyez pas un geste de générosité gratuite, mais le sens aussi de nos intérêts bien compris. Il est prouvé qu'un entrepreneur qui n'a pas simplement comme vision la qualité de ses résultats financiers trimestriels, mais qui a le respect des hommes qui travaillent dans son entreprise, le souci de leur santé, le souci des équilibres environnementaux, le souci du traitement de l'eau, du traitement des rejets, de tout ce que vous évoquiez, alors celui-là, pour nous, en jargon de métier, est un meilleur risque que celui qui n'a qu'une vision financière de court terme. Et donc, il est normal que nous ayons avec lui un engagement différent dans la durée, dans la qualité du service et dans la tarification de ce que nous lui offrons. Nous n'imaginions pas que la crise environnementale viendrait se superposer à la crise financière et économique que, Monsieur le Président, vous avez évoquée. Je crois que cette crise, ça n'est pas une raison de différer nos efforts, c'est au contraire une raison de les accélérer, et ça donne à nos travaux un caractère d'urgence. On entend ici et là que de cette crise peut naître un bien, une correction des excès, une prise de conscience salutaire, l'émergence de nouvelles solidarités. C'est une vision optimiste. Cette vision, il faut que nous la partagions. C'est le sens d'ailleurs du manifeste que nous allons tous signer. Mais il ne faut pas être naïf. Les choses ne se passeront pas par magie. Et les mauvaises pratiques ne disparaîtront pas spontanément. Je crois que les risques de violence sociale dans un rapport de force déséquilibré, les risques de régression, les risques de fracture ne sont pas à exclure. Et nous devons, en tant qu'entrepreneurs, comme le monde politique dans toute sa diversité, doit veiller à ce que les choses évoluent positivement dans un monde dangereux. Alors je ne sais pas quand et dans quel état le monde sortira du séisme actuel, mais je crois que si l'on veut que ce monde ressemble à celui dans lequel nous voulons voir grandir nos enfants, le mieux est de compter d'abord aujourd'hui sur nous-mêmes. Il faut retrousser nos manches, il faut nous y mettre, ici, ensemble et maintenant. Merci. Bien, alors nous allons maintenant rentrer dans les débats, sans vous avoir signalé au passage que nous avons fait réaliser une enquête à l'occasion de ce Parlement, réalisée par CSA et avec le soutien de Generali, auprès des PME, PMI, justement sur les problématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Il nous a semblé que ça serait peut-être un peu fastidieux de vous en rendre compte de façon un peu scolaire. En revanche, au cours du débat, vous ne serez pas étonnés, on y fera mention. Pour ceux qui ont lu Le Monde avant-hier soir ou hier, le journal en a fait une relation assez détaillée et tout à fait intéressante. Alors, pour ouvrir les débats avec les entrepreneurs, je vais appeler nos 4 grands témoins à me rejoindre sur la tribune. Nicole Notat, Manuel Valls, Mick Brémans et Philippe Joffard. Bien, bonjour madame, messieurs. Merci d'avoir accepté de nous accompagner pour un rôle qui est tout à fait fondamental, puisque vous allez être un peu le sparring partner des entrepreneurs aujourd'hui.
comme je l'ai dit au début, le but est évidemment de leur donner la parole et de les écouter, mais nous avons pensé que pouvoir dialoguer avec vous serait un facteur d'intérêt supplémentaire de nos débats et d'enrichissement de notre réflexion. Alors, je vous présente brièvement. Nicole Notat, vous êtes présidente de Vigeo, qui est une société européenne d'évaluation des performances sociales et environnementales des entreprises. Auparavant, comme chacun sait, vous avez été pendant près de 10 ans secrétaire général de la CFDT. Alors, le président Accoyer tout à l'heure mentionnait le terme de boussole, c'est exactement le mot qui m'était venu à l'esprit en préparant ce débat. Vous avez en face de vous, évidemment, des entrepreneurs qui sont tous, par définition, par construction, acquis aux problématiques de développement durable, de responsabilité sociale. Ce qui sera intéressant, c'est que vous nous aidiez à, j'allais dire, mesurer ce mouvement, voir quelle place il occupe réellement dans l'ensemble de la société et pas simplement dans l'enceinte qui nous réunit aujourd'hui. Comment, justement, évaluez-vous aujourd'hui l'ampleur de la prise de conscience du développement durable et de la responsabilité sociale dans les entreprises, et notamment dans les entreprises de petite taille? Bonjour. Oui. Vous me demandez de vous parler du verre à moitié vide ou à moitié plein. Si je me reporte 10 ans, 5 ans en arrière et que je regarde le chemin parcouru, il est important. Il est presque incroyable qu'aujourd'hui, le concept de développement durable, de responsabilité sociale au sens large, sous-entendu environnemental et sociétal en même temps, soit entré à ce point dans les agendas des réunions de dirigeants, parfois dans certains conseils d'administration, que les entreprises s'attachent, au-delà de l'obligation de dire et d'en parler, parce qu'il y a en France cette obligation de reddition, de reporting sur ces actions, qui a été un accélérateur incontestable de la prise de conscience et de la nécessité d'agir, parce qu'il est difficile de dire longtemps si l'on ne sait pas quoi dire et prouver que ce que l'on dit est effectivement réel. Donc tout ça a participé d'un mouvement tout à fait important et à mes yeux irréversible. Alors en même temps que je vous ai dit ça c'est la direction, c'est le sens du mouvement. Évidemment que la réalité est très contrastée et très hétérogène. Il y a dans certaines entreprises aujourd'hui, nous en sommes témoins lorsque nous en mesurons la tangibilité, il y a des entreprises pour lesquelles l'acte de définir des engagements de responsabilité sociale, environnementale ou sociétale s'inscrit au cœur du métier. Vous en parliez, Monsieur le Président. Effectivement, une compagnie d'assurance, on peut penser que les conditions dans lesquelles elle assure prennent en compte ces réalités. Je dirais que là, on est dans l'illustration d'une définition de la responsabilité sociale et environnementale qui s'inscrit bien au cœur du métier, qui va s'inscrire au cœur de la stratégie, qui ne relève pas seulement de la bonne action, de la générosité ou du mécénat, au demeurant des choses sympathiques, mais c'est d'une autre nature. Mais ce mouvement que je suis en train de vous exposer est quelque chose qui est honnêtement très récent. Et les entreprises qui s'engagent dans cette voie sont des entreprises qui sont au démarrage de cette définition de leurs engagements, des objectifs qui les accompagnent, des modalités à partir desquelles ils vont véritablement être diffusés dans tous les métiers, dans toutes les fonctions de l'entreprise, parce que c'est ça que ça touche, le développement durable et la responsabilité sociale et environnementale. Et en ce sens, c'est une vraie transformation, une vraie mutation, peut-être une petite révolution, effectivement, de la manière de concevoir le rôle et la responsabilité de l'entreprise. Il y a sans doute dans cette salle des gens qui ont participé d'un certain nombre de mouvements qui pouvaient s'appeler l'entreprise citoyenne. On a eu des campagnes en France sur cette vision et cette conception de l'entreprise, avec ceux qui la poussaient, avec aussi ses détracteurs. On a parlé parfois, et c'était la même notion, d'entreprise qui devait raisonner en termes de performance globale et pas seulement de performance financière. Comme vous l'avez dit, une performance financière, aussi nécessaire soit-elle, sans performance financière, ça ne va pas bien pour l'avenir. Mais la performance financière réduite à simplement l'objectif quasi exclusif qui aligne les motivations et les intérêts des entrepreneurs, on voit bien les limites et parfois les catastrophes auxquelles ça engendre.
Donc, je veux dire par là que c'est de l'entreprise citoyenne à la performance globale à la responsabilité sociale, c'est le même mouvement, c'est le même raisonnement, et c'est finalement la même action au cœur de à quoi sert l'entreprise aujourd'hui, fait-elle société, est-elle dans la société, les problèmes de la société sont-ils aussi ceux de l'entreprise? Si elle les oublie, j'ai tendance aujourd'hui à penser que c'est elle qui se mettra en risque, la société y perdra aussi, mais finalement on peut penser que c'est un mouvement qui sera donc gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise et à la fois pour la société. Bien, alors je pense que vous avez parfaitement campé les problématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Vous reprendrez évidemment tout à l'heure la parole dans le dialogue avec les entrepreneurs. À votre gauche se trouve Manuel Valls, qui, comme le président Accoyer, est un peu chez lui ici, puisqu'il est député-maire socialiste d'Évry. Vous êtes connu pour secouer les idées reçues à l'intérieur de votre parti et aussi à l'extérieur, notamment par un certain nombre de prises de position. Alors, comme vous n'aimez pas la langue de bois, je ne vais pas l'utiliser aussi avec vous. Le président Accoyer disait « Le capitalisme, c'est le bon système, il a une crise, on va le transformer et des initiatives comme celle-ci vont suffire à le transformer ». Est-ce que pour vous, la transformation du modèle économique que portent ces entreprises, ça fait plutôt pour vous des alliés, en ce sens qu'elles remettent en cause un système que vous avez longtemps contesté, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des rivaux, parce que d'une certaine manière, elles font concrètement ce que les partis politiques n'ont jamais su tellement réussir? En 2 minutes. Ah, exactement. Ah, on n'est pas au congrès du PS ici, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Ne soyez pas trop cruel, mais c'est moi qui ai instauré en 1993 un temps de parole limité dans les congrès, donc vous voyez. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on vit dans une économie de marché et que la remplacer, cette économie de marché, par la force, conduit au désastre humain et économique que nous avons connu au cours du XXe siècle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne remette pas en cause les raisons profondes qui ont conduit à la crise du système, du capitalisme dit financier que nous connaissons maintenant depuis un certain temps. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe, si vous me permettez un mot plus politique, d'un système qui est en crise, celui du profit, du court-termisme, bref, de ce qui a été évoqué il y a un instant. C'est-à-dire on a oublié le long terme, on a oublié l'homme, le citoyen, pour le profit rapide au fond, et en privilégiant d'ailleurs très souvent également la rente. Et tout cela devrait conduire à une victoire, si j'emploie des mots un peu connotés, idéologiques, de la gauche, et enfin en tout cas de ceux qui ont pensé, tout en acceptant l'économie de marché, qu'il fallait des règles. Moi je viens de la famille de Michel Rocard et de ceux qui n'ont jamais cru aux vieilles lunes, mais qui pensaient et qui pensent toujours qu'il fallait à la fois de la souplesse, du dialogue social, que l'État ne pouvait pas se substituer en permanence aux partenaires sociaux. L'école Notal a éprouvé dans une autre vie, dans le dialogue et la confrontation avec les gouvernements de gauche, mais qu'en même temps, il fallait des règles au niveau national, et puis d'abord, aujourd'hui, au niveau mondial. Et tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, ou d'une manière générale d'ailleurs, ce qu'on appelle la social-démocratie, est en panne. Enfin, en tout cas, quand je lis le manifeste que vous allez signer, je trouve que ça pourrait être un excellent manifeste pour la gauche et pour le Parti socialiste qui est en panne. On n'y avait pas forcément pensé, mais... Parce que Peut-être que ces promoteurs sont prêts à céder le copyright. Oui, mais alors, c'est pas trop cher, ça ira. Mais en tout cas, je pense que les responsables politiques de ce pays, il y a quelque chose de très juste qui a été dit tout à l'heure. Ne soyons pas naïfs. La crise économique, elle est devant nous. Le chômage de masse et les conséquences, à la fois évidemment au niveau mondial, avec la pauvreté qui va gagner du terrain, le chômage de masse qui va gagner du terrain, si j'en crois les chiffres
du Bureau international du travail. L'accroissement des inégalités, pas uniquement dans nos pays, mais entre le Nord et le Sud. Des bouleversements, évidemment, auxquels il faut répondre. Cela peut amener à de la violence sociale. Cela peut favoriser le terrain de tous les populismes. Donc, les responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils gouvernent ou qu'ils soient dans l'opposition, ont une très grande responsabilité, qui est celle d'inventer la réponse pour demain. Je ne dirais pas la réponse pour la crise, parce que je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, mais en tout cas, de dire sur quelles règles demain. Parce que le plus grand risque, c'est que, et on le sent d'ailleurs, il y a une petite tentation, pas uniquement pour des raisons politiques, mais de dire, la crise est derrière nous, ouf, le moment est passé, et on revient aux bonnes vieilles habitudes. Non. Les problèmes sociaux, sociétaux, dans le domaine de l'environnement, l'effort intellectuel qu'il faut faire pour nous tous est de ce point de vue-là un formidable défi. Et j'arrête là en répondant à votre question, en disant, en tout cas, je suis convaincu. Moi, je pense que la gauche, c'est le risque, c'est le défi, c'est le mouvement. C'est pas le conservatisme et c'est pas la rente. Et donc, de ce point de vue-là, je me retrouve totalement dans un discours qui est celui des entrepreneurs que vous représentez. S'il s'agit de considérer qu'il faut de la richesse pour pouvoir mener des politiques sociales, et c'est l'entreprise qui crée cette richesse, que l'entreprise est le lieu où on crée le pacte social, à condition qu'il y ait un dialogue social et le respect des partenaires sociaux et des hommes et des femmes qui font fonctionner les entreprises, à condition qu'il y ait de la formation, de la qualification, qui est sans doute le problème majeur aujourd'hui que connaît notre pays. Et donc moi, je me retrouve parfaitement comme homme et responsable de gauche avec un discours qui est celui de l'entreprise tel que vous le portez. Voilà, je vais vous faire plaisir. Mais vous me faites plaisir, même si ce n'était pas l'objectif initial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va sans doute aujourd'hui rencontrer très fréquemment cette dialectique entre, d'un côté, ce que portent les entrepreneurs et ce à quoi ils aspirent et les demandes qu'ils ont à formuler, et la responsabilité globale que les pouvoirs publics portent. Et on va s'apercevoir que parfois ça coïncide, parfois le dialogue est compliqué. Troisième grand témoin, Mick Bremans. Alors ici, vous êtes en qualité de pionnier. Vous avez fondé en 1980 EcoVert, qui est une entreprise maintenant mondiale, qui produit des lessives et des détergents totalement écologiques. Vous avez construit en 1992 ce qui était considéré comme la première usine totalement écologique au monde, à Malle, en Belgique. C'est quoi une usine totalement écologique ? Je ne crois pas que l'usine soit totalement écologique. On n'arrivera jamais à réaliser ça, je crois. Mais pour nous, ça signifie que c'est un bâtiment qui est construit avec seulement 17% de matière synthétique. Et tous les autres matériaux qu'on a utilisés, ce sont des matériaux qui ou ont été recyclés ou qui sont renouvelables. Et tous les matériaux utilisés dans le bâtiment sont aussi recyclables après. Même si on n'a pas directement la volonté de recycler notre usine. Mais en fait, nous essayons d'intégrer les aspects d'un développement durable ou les principes d'un développement durable dans tous les aspects de notre activité, de notre entreprise, en fait. Et en effet, l'entreprise a commencé à débuter il y a 30 ans, presque maintenant. Moi, je ne suis certainement pas le fondateur. J'ai rejoint l'entreprise il y a 17 ans maintenant. C'est un grand défi parce que finalement, essayer d'intégrer les aspects ou les principes du développement durable dans une entreprise, c'est quelque chose dont on ne verra jamais le fin. Et on en est conscient parce que c'est un procès qui continuera toujours. Et ce qu'on fait aujourd'hui ne sera pas assez bien pour demain. Et une fois qu'on se réalise ça, je crois qu'on dépend entièrement des innovations, d'action, de dynamisme, et une fois que ça s'est intégré et c'est accepté par l'entreprise, par le groupe, parce que finalement, toute entreprise, c'est un groupe d'individus, une fois que tout le monde accepte ce défi, je crois qu'on est en bonne route, mais on sera toujours en route. Très bien. Alors, vous avez renouvelé cette expérience en construisant une autre usine, cette fois-ci en France, à Boulogne-sur-Mer depuis. Donc, l'œil que vous allez porter, évidemment, sur les problématiques et les sujets dont nous allons débattre sera particulièrement précieux. Enfin, le quatrième grand témoin porte en réalité une double casquette, puisqu'il fait partie, il a été sélectionné, au même titre que les autres entrepreneurs, dans notre Parlement des entrepreneurs d'avenir. Il s'agit de Philippe Joffard,
président du groupe Lafima, qui est un groupe bien connu dans le sport, l'accompagnement de la nature, groupe qui a été cofondé en 1930 par votre grand-père. Compte tenu de la taille de cette entreprise et aussi de votre expérience, on a considéré qu'en plus de votre statut d'entrepreneur d'avenir, vous faisiez un grand témoin idéal. En 2 mots, c'est quoi l'engagement de l'AFUMA en matière de développement durable? Alors, d'abord, on a découvert que, c'est fait en plusieurs étapes, mais l'élément clé a été à la fin des années 90 avec une rencontre entre WWF qui nous a amené à rencontrer Thierry Cassazian d'O2, fondateur d'O2, qui malheureusement est disparu jeune, que c'était une véritable innovation, c'est-à-dire c'était une nouvelle approche de la conception des produits. On pouvait penser qu'il y avait un côté Larzac, j'allais dire José Bové, alors qu'en fait il y avait un côté incroyablement moderne dans l'éco-conception. Donc, et on est passé plutôt de Bové à Bobo, donc si je devais résumer le sujet. Donc, première approche, avant tout, une innovation forte. Deuxième approche, et je trouve qu'on la néglige d'un point de vue économique, c'est une nouvelle interprétation de l'analyse de la valeur. Je m'explique. Le développement durable, c'est quoi, si on le prend d'un point de vue purement économique? C'est moins de matières, des matières elles-mêmes moins impactantes sur l'environnement, mais au départ, optimiser l'utilisation de matières. Deuxièmement, optimiser la consommation d'énergie, c'est-à-dire tout ce qui va rentrer dans la fabrication du produit. Ensuite, c'est le transport, et principalement amont, parce que c'est celui que nous maîtrisons. L'aval peut être optimisé, mais c'est le transport. Donc, au bout du compte, la bonne maîtrise de cette équation permet de mieux maîtriser le prix de revient du produit, tout en, évidemment, non seulement maintenant la qualité du produit, mais si possible en l'améliorant. Donc, finalement, faire moins pour plus pour le consommateur. Donc c'est en fait une révolution d'analyse de la valeur qui permet de remotiver absolument toutes les équipes. En substance, ça permet, d'après moi, de parfaitement réconcilier ce que j'appellerais la bonne économie et la bonne écologie. Et à partir de là, non seulement de bien fonctionner dans son environnement économique, mais c'est aussi le dernier point, de faire en sorte qu'en interne, vous trouviez une nouvelle cohésion sociale. Donc, parce que clairement, les équipes comprennent à ce moment-là de manière totalement différente la construction économique, industrielle de l'entreprise et peuvent, surtout actuellement et depuis plusieurs années, plus facilement y adhérer. Ça a été clairement la démarche que nous avons adoptée depuis maintenant plus de 10 ans. Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs. Évidemment, vous allez reprendre la parole quand vous le souhaiterez en échangeant avec les entrepreneurs. Alors maintenant, justement, le moment est venu de leur donner la parole, de les accueillir. Ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous êtes invités ici à un sprint, parce que nous avons voulu pouvoir concentrer dans un mouvement de temps, un moment de temps extrêmement restreint, le plus possible de témoignages. Donc, on va être dans un exercice assez sportif, mais enfin, le sport, je sais que ça ne vous fait pas peur. Alors, j'appelle pour la première séquence avec les entrepreneurs Georges Daot, Yann Roland, Rémi Roux, Pascal Wirth, Louise Guerre et Lucille Bernadac qui prennent place autour de nos 4 grands témoins. Pendant qu'ils s'installent, je vais vous indiquer la règle du jeu. Nous allons entendre d'abord 6 entrepreneurs, puis il y aura une deuxième séquence avec 6 autres de leurs collègues. Nous avons essayé de faire des panels qui témoignaient de la diversité de cette population que nous réunissons aujourd'hui et à qui nous voulons rendre hommage. Vous verrez, il y a des entreprises qui sont des entreprises sociales, qui interviennent dans le domaine de la réinsertion, il y a des associations, il y a des SCOP, il y a des entreprises industrielles et commerciales traditionnelles, mais qui ont au cœur cette stratégie du développement durable et de la responsabilité sociale qu'évoquait tout à l'heure Nicole Notat. On va essayer de jouer de cette diversité, mais vous allez très brièvement comprendre leur histoire, mais ce qui nous importe surtout, parce que nous sommes réunis dans une formation parlementaire, ce qui importe beaucoup, c'est les propositions, les demandes, les critiques qu'ils ont apportées et que seront chargés d'évaluer nos 4 grands témoins. Alors, pour des raisons de temps, on ne pouvait pas faire des films sur tous les entrepreneurs, donc on a alterné. On aura 6 films, 3 pour cette séquence, 3 pour la seconde séquence. Et puis après, je donnerai la parole aux différents entrepreneurs. Alors, le premier film, c'est le film sur la société Cari, représentée par Georges Daot, ici présent. Donc, on lance le film.
En tant que chef d'entreprise, d'abord, on aime durer. Et pour durer, il faut arriver à trouver les clés. Et il nous a paru évident que la seule démarche légitime, c'était le développement durable. Pourquoi ? Parce que le marché du BTP, il faut savoir que nous sommes entreprise nationale de bâtiment, sauf que nos concurrents sont les 3 meilleurs mondiaux. Donc le niveau est très élevé et nous devons donc être obligatoirement innovants. Faire du développement durable, ce n'est pas une couche supplémentaire. On a vraiment une réelle volonté d'engager une responsabilité. Cette démarche de qualité environnementale, c'est 14 cibles aussi différentes les unes que les autres. C'est ce que vous pouvez voir derrière, la gestion des déchets, c'est les économies d'énergie, d'eau, c'est la position du bâtiment dans son environnement, en respectant son environnement. Donc vous voyez, c'est complexe, ça se gère, et c'est un choix. Ce métier est essentiellement à capital humain. Mon engagement, il est obligatoirement aussi sur le domaine social ou sur le domaine humain. Donc on a embauché des jeunes, on a embauché des femmes, on a conservé les seniors, on a fait énormément de choses et on a formé, fidélisé notre personnel. Les carigènes derrière moi, des jeunes, des hommes et des femmes éloignés de l'emploi, qui sont formés dans nos écoles. Aujourd'hui, 200 jeunes sur toute la France, embauchés en CDI. On a la chance de vivre une période révolutionnaire dans à la fois la technique et dans le comportement, et c'est passionnant. Dans le développement durable, il y a l'innovation. Et comme l'a dit Albert Einstein, par une phrase je trouve excellente, la vie c'est comme une bicyclette, lorsqu'elle n'avance pas, elle tombe. Bien, alors une petite question aux cyclistes. Vous avez envie de rajouter quoi au manifeste qu'on lira tout à l'heure? Concrètement, quelles sont les mesures, les idées que vous auriez, ou l'idée que vous avez envie de promouvoir par-dessus tout? Et qui puisse faire école, j'allais dire, puisqu'on parlait d'école et de vos écoles de formation interne. Quel est le point essentiel, selon vous? Il est difficile de parler de points essentiels quand on parle de développement durable, parce que déjà, il couvre 3 domaines différents, mais qui doivent être en cohérence et en cohésion, c'est-à-dire le domaine environnemental, le domaine social, et puis le domaine sociétal ou économique. Ce que je peux dire, c'est que on doit s'adapter, c'est qu'il y a un profond changement, ça c'est clair, et que les entreprises qui vont durer, ce n'est pas obligatoirement les plus grosses, ce n'est pas obligatoirement les plus intelligentes, mais ce sont celles qui s'adapteront le plus vite. Donc s'il devait y avoir un seul mot, c'est de s'adapter. Je dirais, mais c'est aussi d'échanger comme vous le faites, et je crois que tout seul on ne peut plus rien faire, on est obligé de le faire avec d'autres. Et aujourd'hui, je crois qu'il est vrai que le mot ensemble prend toute son importance. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des choses simples à faire. Nous avons pris la démarche développement durable depuis 2004. On était déjà triple certifié qualité, sécurité environnementale. On faisait des notations développement durable à cette époque-là. Un actionnaire n'a plus voulu continuer l'entreprise. Ce sont 15 dirigeants qui ont acheté. En 2008, nous avons élargi à 250 collaborateurs. Aujourd'hui, l'entreprise appartient à 75% à ses collaborateurs. Il y a 2400 personnes qui travaillent sur presque toute la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine environnemental, il est clair qu'aujourd'hui, il faut aller vers la haute qualité environnementale et l'efficience énergétique. Il y a le Grenelle de l'environnement qui est révolutionnaire. Je ne sais pas si tout le monde a compris l'enjeu qu'il y a, puisque la France veut aller au-delà des 15%, et Nicole Lauta le disait tout à l'heure. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé, mais je crois qu'on ne réalise pas bien ce qui va se passer, ce qui est encore plus énorme, parce que c'est énorme. Ça va toucher non seulement la construction, mais qui ne représente que 1% du bâti, et le bâti est concerné, il doit économiser en 10 ans 40% de sa consommation. Et en plus, on doit résoudre tous les problèmes de l'accessibilité. C'est un enjeu qui est absolument formidable. Maintenant, il faut être capable de le faire. Il y a un enjeu aussi, c'est que la formation va prendre une formation phénoménale là-dedans, et l'échange d'idées, parce que la formation, ça prend du temps, et on va en avoir besoin tout de suite. Donc la formation continue ou l'échange d'idées entre les partenaires, c'est important. Donc nous, on s'est lancé dans les opérations de certification HQE, efficience énergétique. Dans le social, c'est vrai aussi qu'on forme beaucoup plus, 3 fois plus que la moyenne. On intègre plus vite, on a réduit embauche au premier entretien, réduction par 3 des périodes d'essai. Quand quelqu'un ne va pas, on s'oblige, on ne peut pas licencier, il y a obligation de lui proposer 2 autres places avant d'arriver à l'issue finale, ce qui permet à l'entreprise et aux collaborateurs de se remettre en cause. Et si jamais il doit y avoir des parts, il se fait dans des meilleures conditions.
Et je dirais aussi de s'impliquer dans la vie. Aujourd'hui, on est acteur de toutes les associations. Vous avez tout à l'heure cité le CJD, Entreprises Humaines, Réseau Entreprendre, IMS ou les causes aussi, qui est important justement de vous impliquer, c'est-à-dire les comités d'orientation stratégique des entreprises avec les universités, qui permettent aussi effectivement que l'entreprise s'implique dans l'université. On peut reprocher à l'université certaines choses, mais c'est entrepreneur aussi à faire le pas pour que ces universités s'adaptent et créent des formations qui vont nous permettre d'adopter à cette véritable révolution. Voilà ce que je voulais dire, c'est peut-être ensemble et s'adapter. Très bien. Je rappelle à nos 4 témoins que c'est eux qui saisissent la parole quand ils ont envie. Hein. Je ne leur donne pas systématiquement. La parole est libre, évidemment. Alors, le deuxième entrepreneur que nous allons entendre, c'est Pascal Wirth, qui dirige la société BankTech, qui est une société spécialisée dans l'informatique, qui a été créée en 1991, qui compte 107 salariés. Même question, hein, parce qu'on est vraiment dans cette optique-là. Comment on fait avancer la démarche développement durable et responsabilité sociale? Qu'est-ce que votre expérience vous amène à considérer comme essentiel dans les transformations que doit opérer la société pour faire une place plus grande à ces démarches? Alors, plusieurs choses. Donc, société créée en France en 91, donc société d'origine américaine, mais qui existait à travers des revendeurs en France, comme une société Control Data, qui était une grosse entreprise qui a disparu. Et ma société est une émanation de Control Data, avec une joint venture qui a été faite avec Thomson à l'époque. Donc, pour moi, qu'est-ce qui a régi un petit peu l'entrée dans le développement durable? Je veux dire, j'y suis arrivé un petit peu par hasard en regardant un petit peu l'entreprise et la façon dont on avait agi. Déjà dans les années 80, mon entreprise avait compris, en fabriquant donc des équipements très spécialisés, qui étaient des équipements pour traiter des documents particuliers, qui sont les moyens de paiement, notamment les chèques, billets d'avion, etc., que remettre en cause systématiquement par l'évolution de la technologie ou l'évolution aussi de la réglementation, rendre obligatoire le changement de ces matériels à nos clients semblait ridicule et surtout mettant en risque, premièrement, l'aspect économique et l'aspect social, parce que nous avions une responsabilité vis-à-vis des salariés. Et donc, nous avons décidé déjà de recycler et de travailler sur des matériels anciens. Donc, nous avons des équipements qui ont plus de 20 ans en production, ce qui est relativement rare, mais qui ont suivi toute l'évolution technologique. Donc, on est venu par un biais purement économique en se disant si on laisse finalement, on fait partir ces équipements, c'est-à-dire qu'on accepte de renouveler totalement l'équipement, on a un risque économique face à la concurrence qui nous semblait difficile à pallier compte tenu finalement de la taille de notre entreprise à cette époque. Alors, un des messages qui était un élément aussi important pour nous, et mon arrivée dans l'entreprise, donc 98, je suis arrivé en même temps que 2 choses importantes dans le domaine des entreprises, c'est l'arrivée des 35 heures et en même temps l'arrivée de l'euro pour la préparation en tout cas du passage à l'an 2000 et l'euro, le premier passage étant en 98. Et à ce moment-là, l'entreprise française que j'ai reprise donc, était en très grande difficulté financière. Il fallait donc trouver à travers un dialogue social important, donc non seulement réussir à remonter la pente d'un point de vue économique, mais aussi mettre en œuvre ce que nous demandait donc, le gouvernement. Donc, au lieu de dire on va attendre, on a profité en fait de ces 35 heures pour renouveler le dialogue social, engager l'ensemble de l'entreprise dans une action aussi de transformation. Et ce dialogue social nous a permis notamment autour des 35 heures donc d'obtenir des flexibilités au niveau des horaires. Donc ça n'a pas été qu'une contrainte pour nous, ça nous a permis au contraire de trouver une très grande flexibilité dans le travail et nous permettre d'éviter l'accroissement des coûts. Je vais prendre un exemple. Donc, dans la négociation des 35 heures, nous avons réussi à négocier aussi la capacité d'avoir donc des cycles, bien sûr, de travail, mais aussi 46 heures de semaine de travail, et avec 12 heures, des journées de 12 heures de travail continu. Alors pourquoi on avait besoin de ça? Parce qu'on arrivait dans une phase de transformation qui allait nécessiter des compétences qui étaient relativement rares et difficiles à trouver donc, sur le marché. Par-delà de ça, nous avons continué à nous engager. Nous sommes engagés sur les engagements du Millennium Global Compact, parce que nous nous sommes rendus compte que la diversité est un élément important de construction de notre entreprise. Donc que PME, aujourd'hui cité dans le 77, attirer des nouveaux salariés et attirer des bonnes compétences est relativement difficile. Un des aspects que nous avons trouvé, nous avons remarqué que nous avions une très grande diversité dans cette entreprise et que c'était un vecteur de développement important qui nous permettait ensemble, donc en mettant l'ensemble de ces compétences et de ces valeurs, de réussir. Fort de ces petites avancées, hein, donc ce sont des petits pas, je vais essayer d'accélérer. N'oubliez pas le sprint. Hein, parce que ça, nous sommes engagés sur SD 21000. Alors, j'ai rencontré l'AFNOR, l'ADRIR, l'ADEME à ce moment-là, et donc il y avait un programme pour 30 entreprises franciliennes pour pouvoir tester
le référentiel développement durable. Malheureusement, société d'origine américaine, je vais passer des messages relativement importants, donc je n'étais pas éligible à cette démarche, mais j'ai tellement insisté que nous avons fait partie de la 31e entreprise pour pouvoir participer à ces convictions qui étaient profondes, qui pour moi me semblaient le meilleur business plan que pouvait faire une entreprise, c'est-à-dire d'engager à la fois donc, les valeurs bien sûr économiques, les valeurs sociétales et les valeurs environnementales, en mettant au cœur de l'entreprise l'innovation, le dialogue social, la créativité et l'élément économique. Un dernier message que je voulais passer, là c'est aussi pour nos amis politiques. La crise que nous vivons actuellement n'est pas une crise du travail. La création de valeur et l'innovation n'a jamais été aussi forte dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde numérique est un élément donc, qui permet de le démontrer. Et la vraie crise que nous avons aujourd'hui est une crise, on va dire, de la spéculation financière qui, au-delà de la valeur qui permet donc de créer de la valeur pour les hommes qui est le travail, on a préféré faire travailler l'argent. Donc, à mon avis, c'est ce que les politiques et peut-être pourraient se mettre en cause. Donc il faut de l'argent pour investir dans le capital. Hein, donc mon capital est américain, donc je le dis. Mais le reste doit permettre de renforcer cette cohésion sociale. Voilà. Le dernier aspect, donc je suis membre de la Project, j'ai une voisine, donc on se retrouve avec Louise ici. Et nous sommes les professionnels du numérique et nous organisons aussi une journée de développement durable pour initier l'ensemble des sociétaires et des membres de l'association à ce que nous avons fait pour essayer d'engager d'autres sociétés avec nous pour continuer cette démarche, parce que je pense que le vrai sens aujourd'hui est donné par l'entreprise, parce que l'entreprise par essence a un sens, un objectif, une orientation qui est plus simple à donner qu'une nation tout entière. Mais en tout cas, revenir sur les enjeux du développement durable, ce que sont la construction donc de la définition des enjeux majeurs, j'invite nos amis politiques à le faire rapidement. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous demander, pour ceux qui suivent, d'être un tout petit peu plus bref dans vos interventions, parce que sinon, ça se fera au détriment des suivants, ce qui serait profondément injuste. Alors, on va regarder un deuxième film qui concerne la société Belm. Belm est une entreprise industrielle qui fabrique des portes d'entrée pour les maisons individuelles. J'ai été président du CJD Loire-Atlantique au moment de la reprise de Belm, il y a une douzaine d'années. Et le CJD dit que l'entreprise est au service de l'homme et nous l'appliquons depuis ce temps-là. Eh bien, l'entreprise au service de l'homme, c'est plusieurs choses. Par exemple, quand j'ai repris l'entreprise en 1995, en fait, l'actionnariat était détenu largement, majoritairement par des financiers. Et nous avons eu comme projet partagé avec le personnel de reprendre la majorité de l'actionnariat, ce que nous avons réussi au bout de 10 ans, en décembre 2007. Également, c'est le fait que les salariés puissent devenir actionnaires. Aujourd'hui, 96 salariés de l'entreprise sont actionnaires de Belm. Mais c'est également la charte de la diversité que nous avons signée. C'est également le fait que chaque manager a une obligation d'employabilité pour ses salariés. Et puis nous avons également été à l'initiative d'une crèche interentreprise sur notre lieu de travail. Depuis 2 ans, on a entrepris une démarche d'analyse du cycle de vie de nos produits et nous avons même acquis des logiciels pour pouvoir faire des portes éco-conçues. Je travaille en fait sur la conception des portes et pour cela en fait on utilise 2 logiciels. Un logiciel qui permet en fait d'analyser le cycle de vie pour en faire une porte très performante du point de vue environnemental, et un logiciel qui permet d'évaluer en fait la performance thermique, donc c'est-à-dire la capacité de la porte à isoler la maison. Effectivement, il y a des façons de faire, de gérer l'entreprise qui sont porteurs d'avenir. D'abord, privilégier le long terme sur le court terme, privilégier l'innovation, privilégier le service qu'on rend aux hommes à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à nos clients et à tous nos autres partenaires. Et avec ça, vous avez une conjonction de valeur ajoutée qui est tout à fait profitable pour tout le monde. Bien. Yann Rolland, donc, qu'on a vu sur l'écran et donc sur cette tribune. Je vais poser peut-être la question un petit peu différemment de la manière dont je l'ai fait jusqu'à présent. On voit bien qu'on est en train de voir une multitude, et on va en voir toute la journée, des expériences, mais qui ont presque une sorte de figure de pionniers, qui sont très liés à un individu ou à un petit groupe d'individus au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le verre à moitié plein ou à moitié vide que mentionnait Nicole Notat soit maintenant un verre complètement plein, c'est-à-dire que ça ne devienne plus des successions et des juxtapositions d'expériences individuelles,
mais un vrai système, un vrai mouvement, une vraie conception de l'entreprise. Vous devez nous aider à ouvrir la voie, vous l'avez fait dans l'acte, mais qu'est-ce qui manque pour que le mouvement se diffuse ? Alors, effectivement, c'est une vraie question parce qu'on se rend compte que les médias, par exemple, ne sont pas très motivés sur ce sujet. Nous, on a fait une conférence de presse quand on a été labellisé Lucie et on n'a pas eu un grand succès auprès des médias régionaux. C'est un sujet qui est assez immatériel et qui est moins attractif que les plans sociaux pour faire parler et avoir de l'audimat. Alors, je crois qu'il faut effectivement prendre du temps pour communiquer auprès de nos collègues chefs d'entreprise et leur démontrer, comme l'a fait M. Geoffard tout à l'heure, que non seulement c'est dans l'intérêt de la planète et des personnes, mais de toute façon, c'est même dans l'intérêt économique. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait de l'écologie, M. Geoffard l'a bien démontré tout à l'heure, on fait des économies. Quand on implique notre personnel dans cette démarche, on a une adhésion à 100% du personnel, parce que vous ne trouverez jamais un collaborateur qui va vous dire « moi, je ne suis pas pour l'intérêt de la planète ». Donc, en réalité, effectivement, il y a un travail de présentation, de mise en forme, d'implication. Donc ça suppose des méthodes, ça suppose d'impliquer tout le monde. Mais tout le monde y souscrit. Je vais vous donner un exemple. Quand les députés ont voté la proposition que les entreprises puissent donner une prime transport de 200 €. Nous, on a constitué assez rapidement un groupe de travail avec les salariés et on a suggéré de l'orienter vers ce qu'on a appelé une démarche, une prime éco-transport. Et je vous fais part de la... Je vous fais grâce de la démarche, mais le résultat, c'est qu'en fait, on va donner 1 € par jour et par personne à tout salarié qui fera une démarche pour consommer moins d'énergie ou être moins polluant en venant travailler. Donc ça peut être le covoiturage, utiliser un vélo. On se rend compte, en fait, quand on travaille, qu'il y a plein de solutions. Donc cette mobilisation, elle est source de ce que j'appelle d'énergie positive, c'est-à-dire qu'on fédère vraiment l'ensemble du personnel. Donc, c'est effectivement difficile, mais il faut en parler, il faut faire ce que vous faites là aujourd'hui, il faut venir aux tribunes et il faut convaincre nos collègues que c'est plus intéressant pour la performance de l'entreprise. Autre exemple, par exemple, la crise. Nous, Belém, on est touchés, comme tout le monde, par la crise depuis le début de l'année, même depuis septembre dernier. On a un carnet de commandes qui a baissé de 15 à 20%. Eh bien, nous avons pu prendre les adaptations nécessaires grâce à la qualité du dialogue social que nous avions. Nous avions pris l'initiative, il y a un peu moins d'un an, de faire ce qu'on a appelé les rencontres avec le personnel. C'est-à-dire que pendant une matinée, les 350 salariés du site de Machecoul et les 100 du site de Roanne ont été réunis ensemble et j'ai demandé au comité de direction de rendre compte à l'ensemble du personnel des enjeux sur lesquels nous travaillions, des actions que nous prenions. Et il y avait des micros dans la salle pour que les salariés puissent s'exprimer. Bon, le fait de pouvoir mettre à plat l'ensemble de nos engagements donne une confiance et un sentiment d'appartenance de la part du personnel qui fait que quand on a à faire face à une crise qui nous vient de l'extérieur, on peut se mettre autour de la table et chercher ensemble des solutions. Très bien, merci beaucoup. Alors, je donne maintenant la parole à Louise Guerre, qui a été déjà présentée il y a 5 minutes, qui préside la société Cerda, qui est une société de 35 salariés, fondée en 1985, qui est située à Paris, qui agit dans le conseil, la presse, l'édition, la gestion documentaire. Dans notre sondage, enfin dans le sondage réalisé par CSA avec le soutien de Generali, apparaissait tout de même l'idée que la démarche de développement durable et de responsabilité sociale était une démarche relativement coûteuse, qui se heurtait à des blocages réglementaires. Et du coup, un certain nombre de vos collègues, dans une certaine majorité, revendiquaient des aides financières, un élargissement d'un certain nombre de règles. Vous partagez ce point de vue ? Sur les aides financières, non. Moi, si j'avais, puisqu'il faut être court, une proposition à faire, c'est que ce soit par rapport à l'innovation sociale ou par rapport à l'environnement, je pense que dans certains secteurs, il y a peut-être nécessité d'avoir des aides financières. Moi, j'ai une entreprise de services à Paris et justement, sur les problématiques sociales, on a essayé d'investir et d'avancer et de faire des choses, notamment en matière de diversité. Sur l'environnemental, on est un petit peu démunis pour savoir quoi faire. Et donc, puisque votre idée, c'était aussi de dire par rapport à ce manifeste, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Moi, je rêverais que dans ce manifeste, on puisse intégrer quelque chose qu'on a proposé il y a quelque temps au CJD, qui soit que les entreprises puissent au contraire reverser 1% de leurs bénéfices sur des problématiques justement environnementales. J'ai été très frappée il y a quelques années de ce rapport d'un Anglais, Stern, qui nous dit qu'effectivement par rapport aux problématiques environnementales,
si on investissait 1% aujourd'hui, ça éviterait que ça nous coûte 5 ou 10% de PNB dans quelques années. Donc moi, je rêverais que dans ce manifeste, nous tous, entrepreneurs d'avenir, on puisse s'engager surtout les entreprises qui ne peuvent pas, comme mes voisins, investir dans l'environnemental par rapport à la construction de bâtiments ou des choses comme ça, mais se dire, après tout, c'est à nous d'agir aujourd'hui pour nos enfants demain, et pourquoi ne pas reverser 1% de nos bénéfices sur des causes de ce type, sur des problématiques de ce type. Si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ça coûtera beaucoup plus cher. Mais c'est une démarche spontanée ou vous voudriez en faire une obligation ou parce que qu'est-ce qui s'y oppose aujourd'hui d'une certaine manière? Au CJD, on a toujours été pour l'expérimentation. Oui. Donc pourquoi pas commencer sur la base du volontariat? Moi, je suis en train de me poser la question pour ma propre entreprise. Voilà, parce que les signatures de charte ou autres, c'est une chose, mais l'action, c'est autre chose. Pourquoi pas expérimenter et voir de quelle manière les entreprises pourraient justement prendre les devants sur un sujet de ce type. Très bien. Inutile de dire que des idées comme celle-ci, je pense que vous allez embrasser un certain nombre dans les travaux aux commissions et on en fera, j'allais dire, le recensement ce soir. Oui. Vous en parlez en connaissance de cause, parce que je crois que vous en avez créé une, vous, au sein de CARI. Vous avez créé une, effectivement, voilà. Où il y a un peu plus de 1% du résultat, et ça permet effectivement, d'abord c'est un outil ouvert, puisque les commissions d'attribution sont faites avec des personnels de l'extérieur, et le mécanisme est intéressant, et étant donné que le personnel est parrain des opérations supportées, je veux dire, tout le monde intervient dans le parcours, et c'est intéressant. Troisième film, Éthicable, avec son représentant Rémi Roux, qui est avec nous. Le commerce équitable, c'est un système d'échange international qui a été fait pour justement remettre l'homme et son travail au centre des valeurs. Alors quand nous avons créé Éthicable, nous avons découvert le statut coopérative. Et là, nous nous sommes dit, ça ne peut pas être autrement que ça. Parce qu'au même titre que le commerce équitable, l'entreprise coopérative remet l'homme et son travail au centre des valeurs. C'est pour ça que nous avons fait le choix chez Éthicable de faire une scope. Hola Valerio, bienvenido a la cooperativa Éthicable. ¿Cómo? Sí. Alors moi, je ne suis pas né entrepreneur social. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, à des niveaux marketing, commercial. Et arrivé à la quarantaine, je commençais à me poser des questions en me disant est-ce que je vais toute ma vie travailler juste pour faire gagner de l'argent à des actionnaires? Et puis je cherchais un peu à donner un sens en fait. Et en découvrant les produits du commerce équitable, dans les magasins bio à l'époque on commençait à en trouver, je me suis dit mais ça, bon sang, ça a du sens. Ça peut permettre de remettre l'économie un petit peu au service de l'homme. C'est ce qu'on aimerait bien voir plus souvent dans le monde d'aujourd'hui. Avec la crise aujourd'hui, on se rend compte que l'économie est partie dans du tout bénéfice. Et là, quelque part, on va dans le mur. Et donc, il faut commencer à repenser l'économie de demain. Et ben, aujourd'hui, les citoyens français, les consommateurs commencent à réfléchir de plus en plus, à donner un sens à leur achat. Et je crois que c'est le monde de demain qui est en train de se construire. Et je souhaite que dans les entreprises de demain, il y ait de plus en plus d'entreprises de l'économie sociale, des sociétés coopératives qui vont repenser d'abord à l'homme avant de penser aux bénéfices de ceux qui ne travaillent pas dans l'entreprise. Rémi Roux, donc vous êtes, comme le film l'indique, responsable donc d'une société coopérative. Vous n'êtes pas seul dans cette salle. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs d'avenir qui sont dans cette situation juridique. Est-ce que ce statut est durable pour une activité comme celle-ci, ou est-ce que justement la logique, parce que justement ça marche très bien, vous êtes une des toutes premières sociétés de commerce équitable, l'avenir n'est pas justement de vous fondre dans un statut d'entreprise normale, en continuant votre activité avec les mêmes principes, les mêmes, mais de toute façon, le même objectif d'une rentabilité qui, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, est une nécessité absolue à votre survie? De toute façon, on ne peut pas le faire. Une scope, une société coopérative n'est pas faite pour être transformée dans une entreprise conventionnelle, non pas normale. C'est nous les entreprises normales. Okay. C'est les entreprises qui appartiennent à leurs salariés. Bon.
On peut compter le nombre de scopes déjà dans la salle. Non, mais il faut savoir que les scopes, ça existe depuis, je sais pas, 150 ans. Bien sûr. Ça fonctionne. Simplement, on n'en parle pas beaucoup, hein, comme on disait effectivement dans les médias. Malheureusement, peut-être qu'il faudrait en parler plus. Voilà. L'idée même de la scope, l'idée principale, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire. Hein. Si, oui, mais les actionnaires sont en majorité les salariés, oui. Et une personne égale une voix. C'est-à-dire que c'est pas le capital qui fait le pouvoir, c'est l'homme, hein, un peu comme on le disait. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plus d'entreprises coopératives qui se créent, qui se développent, et ça, ce serait bien. Et alors après, on a une vision, effectivement. Alors, entreprise coopérative, il y a une espèce de dichotomie. Alors, d'un côté, entreprise, c'est le truc qui marche bien, les cravates et qui tout. gagne de l'argent. Voilà. Et puis, l'autre côté, coopérative, c'est les baba cool, collectivisme, voilà. Donc, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des boîtes qui fonctionnent bien et qui sont... L'entreprise coopérative, c'est à mi-chemin entre les deux. C'est une entreprise capitalistique, mais le capital appartient à ceux à qui il devrait appartenir. Ce sont les gens qui y travaillent. Voilà. Nous, par exemple, Éthicable, on a fait effectivement... Donc, on a fait le choix de travailler dans le commerce équitable, mais en plus, on a fait le choix de travailler avec la grande distribution. Donc, on est aujourd'hui devenu, en France, Éthicable, la première marque de produits alimentaires issus du commerce équitable. On a vendu plus de 9 millions de produits en France l'année dernière. On a réalisé 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça fonctionne, ça existe. Maintenant, voilà, il faut qu'on le sache et puis qu'il y ait d'autres initiatives comme ça qui se développent. Et c'est pour ça que je fais partie du CODES, le collectif pour le développement de l'entrepreneuriat social, qui est assez présent aujourd'hui sur cette journée et qui essaye de faire savoir qu'effectivement, on peut penser l'économie autrement et le futur autrement. Très bien, merci beaucoup. Dernière intervenante, Lucille Bernadac, responsable de Papilly. Alors ça, c'est une petite entreprise de 3 salariés qui a été... 4 maintenant. Ah bon 5. Voilà, peut-être même... Ouais, mais là, il y en a plein. qui a été créée en 2006, qui est dans la région Auvergne, à Clermont-Ferrand, et qui est spécialisée dans les jouets, les jeux, la puériculture, le commerce équitable aussi, et l'agriculture biologique, avec le concept que Madame va nous détailler, qui est le doudou éthique. Ça, je dois dire que jusqu'à présent, je ne savais pas que ça existait, mais maintenant nous le savons, le doudou éthique. Bon, voilà. au-delà du clin d'œil, même question, comment vous vivez votre démarche d'entrepreneur et qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer pour vous aider ? Alors, à l'origine, c'était simple. Le doudou éthique, c'était un truc bizarre qui n'existait pas. C'est-à-dire que vous achetez du café, vous avez le choix. Vous prenez du bio, du conventionnel, de l'équitable, les deux. Vous allez devant votre rayon de supermarché et pour le coup, vous avez le choix. Essayez de faire la même chose devant un rayon jouet, vous allez voir, c'est vite fait. Donc, le but, c'était d'arriver à proposer un produit pour enfants qui soit responsable de façon très schématique pour les enfants, mais pas par les enfants. Faut pas se leurrer, on a quand même une immense majorité, pour pas dire la quasi-totalité des jouets qui sont faits dans des provinces du sud-est asiatique et qui brillent par leur absence de qualité sociale. Donc la démarche était celle-ci, faire un jouet pour les enfants qui s'inscrivent réellement dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire au départ avec un projet de commerce équitable pour garantir notamment un revenu décent et garanti à tous les producteurs, que ce soit sur les filières de coton bio et équitable africaines avec lesquelles on travaille ou sur la confection. Et puis ensuite passer éventuellement sur cet aspect matière à une dimension biologique, sachant qu'il ne faut pas oublier, quand on parle de développement durable, qu'il y a effectivement, ça a été relevé tout à l'heure, 3 dimensions économiques, écologiques et sociales. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur l'écologie. Il faut aussi penser que l'écologie et le passage au biologique, ça se finance et qu'on ne peut pas demander et à des consommateurs uniquement et à des petits producteurs du Sud qui n'ont pas forcément de quoi vivre, de financer une démarche d'agriculture biologique parce que le Nord l'a exigé, même si on continue à prendre nos voitures, acheter du polyester, etc. Donc il faut être un petit peu cohérent et la démarche, c'était celle-ci. C'était aussi de faire du sûr, du normé CE et de l'esthétique, un vrai jouet, mais qui soit un support d'éducation et un support au développement durable qui est un projet sociétal. Il ne faut pas oublier que le développement durable, c'est valable aussi bien pour le Nord que pour le Sud. C'est-à-dire que là, on est en train de le construire tous ensemble au Nord. Mais le fait d'organiser des unités de production de façon différente au Sud, et notamment à travers le commerce équitable, ça permet aussi d'envoyer des enfants à l'école. Et ces enfants-là, dans 20 ans, ils auront le droit de vote, comme les nôtres. Et il faut arriver à construire un développement durable de façon conjointe au Nord et au Sud. Ça, c'est notre grand cheval de bataille dans le monde du jouet équitable, pour qu'on puisse parler d'égal à égal et pas céder la place aux intégrismes de tous bords, mais construire quelque chose de durable et de cohérent surtout. Bien, merci beaucoup, merci à tous les 6. Restez là.
Ce qui me frappe, et là je me tourne vers les grands témoins à qui je vais peut-être demander un mot de conclusion à chacun d'entre eux, ce qui est frappant dans ce qu'on a écouté aujourd'hui finalement, c'est que à chaque fois que je tends la perche en disant qu'est-ce qui devrait changer au niveau réglementaire, au niveau financier, au niveau politique, je fais un peu chou blanc, en gros. Hein. En gros, c'est laissez-nous faire mener notre vie. On travaille, on démontre qu'on est rentable, on démontre qu'on gagne de l'argent, qu'on se développe, qu'on a nos idéaux. Hein. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, les grands témoins? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais bien vous aider à répondre à cette question et donner quelques pistes. Je crois que dans ce qui s'est dit autour de la table, il y a beaucoup de vécu et d'authenticité, et que le fait de faire, le fait de dire, le fait de démontrer est incontestablement un point de départ obligé pour convaincre et créer un mouvement d'entraînement. Je crois qu'aujourd'hui, une mesure qui serait uniquement législative et réglementaire pour en faire que tout le monde parte, ça n'a pas de sens. C'est pas que ça n'a pas de sens, mais on se priverait de ce qu'il est nécessaire de faire pour entraîner le mouvement. Donc il y a besoin de démontrer par la preuve, de démontrer que derrière ça, il y a du professionnalisme, derrière ça, c'est pas que des choses annexes ou marginales par rapport au sujet de la performance et de l'innovation et de la cohésion et de l'entreprise. Donc ça, c'est à démontrer au fur et à mesure qu'on le peut. Maintenant, il y a aussi des leviers qui sont les leviers. La commande publique est un levier dans lequel aujourd'hui on peut commencer à dire messieurs, mesdames, vous voulez participer, nous fournir telle ou telle chose, participer à tels grands travaux, etc. Faites un peu vos preuves. Introduire ce critère-là dans les appels d'offres publics, dans ces appels d'offres. Moi, je vois de plus en plus également des entreprises à peu près de toute taille qui, y compris dans la direction des achats, peuvent aussi commencer à introduire cette dimension de critères sociaux ou environnementaux dans les conditions dans lesquelles elle va organiser et construire ses partenariats avec des fournisseurs, avec des sous-traitants. Dernier point, ça a été dit autour de la table. En fait, dans 2 cas, ou 3 même, vous avez dit, l'importance, on le sent bien, c'est nos financeurs. Au point que des salariés dans les SCOP se disent « nous sommes nos financeurs et nous serons sûrs de maîtriser jusqu'au bout la cohérence entre l'intérêt du financeur et l'intérêt de l'entreprise, des salariés, etc. » Il y a un nœud aujourd'hui chez les financeurs qui sont les investisseurs ou ceux qui apportent les capitaux. Et là, il y a quand même quelque chose à débloquer. Et peut-être, est-ce que la crise va nous aider à débloquer ça et à faire en sorte que ceux qui commencent à s'intéresser à l'intégration de la performance sociale et environnementale des entreprises dans leur choix de placement, considérant qu'il y a là de la création de valeurs futures, de la sécurité durable, c'est-à-dire ceux qui ont envie de réconcilier quand même un peu un horizon moins court-termiste et plus moyen terme dans la rentabilité des investissements, ça me paraît aussi être un peu le nerf de la guerre. Donc je dirais qu'il y a plusieurs leviers qu'il faut peut-être chercher à les actionner tous ensemble, et que les pouvoirs publics, sans qu'ils ne donnent le mode d'emploi, me sembleraient pouvoir trouver de temps en temps des mesures d'incitation à faire, pas à dire quoi faire et comment faire, mais à faire, je pense que ce serait bienvenu. Manuel Valls, vous sortirez de cette salle avec quelles idées nouvelles? Voilà. Mais c'est plutôt mon tempérament, avec de l'optimisme, évidemment n'est pas contradictoire avec la lucidité et le fait de ne pas être naïf, mais avec de l'optimisme, parce que les exemples sont choisis, évidemment. Le panel. Ouais. Mais voilà. il est de ce point de vue-là passionnant, et vous l'avez bien fait, sur le nombre de sujets, taille d'entreprise, périmètre de l'entreprise et segment de marché. Et c'est passionnant parce que c'est vrai que souvent, et on l'a vu encore ces dernières semaines, ces derniers mois, l'entreprise a parfois mauvaise presse. C'est vrai en France notamment. Mais à travers les exemples, ces entreprises qui ferment ou qui licencient n'importe comment, la révolte des salariés, on a, à travers les médias, la télévision, une vision très réductrice de ce qu'est l'entreprise. Ça existe, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la situation que nous connaissons. Et en même temps, l'un d'entre vous disait l'entreprise, c'est la vie. Je crois que c'est assez juste, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Mais l'entreprise privée est confrontée évidemment à d'autres défis. Et j'ai trouvé là, en tout cas, une source
d'énergie et d'optimisme et de propositions, je dirais pas de modèle, mais en tout cas de méthodes qu'il faut naturellement, d'une certaine manière, appliquer. Deuxième source de réflexion, c'est précisément pour ne pas être naïf, c'est comment faire en sorte qu'on applique cette éthique, ces règles, ce long-termisme, ces critères sociaux, sociétaux, environnementaux, sans que ça nuise à la performance et de l'entreprise et du pays. Et là, je pense que, notamment la dernière intervention était de ce point de vue-là très intéressante, c'est sans doute le défi majeur pour notre pays, pour l'Europe, et donc pour le monde, et donc pour les entreprises. Dans la confrontation, par exemple, avec le sud-est asiatique, qui redémarre d'une certaine manière, vu le plan d'investissement massif, qui est sans doute le plus important, qui a été mené ces derniers mois en Chine. Mais là, il y a un vrai défi. Un vrai défi, c'est-à-dire que ces critères sociaux, sociétaux, environnementaux, ils ne doivent pas être uniquement pour nous. Ils doivent être un des éléments du dialogue à la fois amical et exigeant avec la Chine, l'Inde, le Brésil, et en passant évidemment avec les États-Unis, sur les questions d'environnement et de Kyoto. Mais c'est un élément essentiel si on veut être performant, parce qu'on voit bien, Nicole Notat parlait de commande publique. Moi, je suis à la tête de 2 collectivités qui représentent près de 2000 agents. Et les collectivités, ça participe d'ailleurs des plans de relance, et c'est près de 70% de l'investissement public. Donc pour le BTP, pour la restauration scolaire, pour ne prendre que ces 2 éléments, c'est évidemment très, très important. Donc on met ces critères sociaux, sociétaux. J'étais très intéressé par tout ce que vous avez dit sur la formation. Et je le disais il y a un instant, la question de la qualification et de la formation des salariés, et notamment des jeunes, à travers la formation continue, l'apprentissage qui n'est pas assez développé dans notre pays, les formations professionnalisantes, y compris dans l'enseignement supérieur, sont pour moi les voies essentielles. Mais dans la commande publique, évidemment, c'est des éléments qui doivent eux aussi pleinement exister. Donc la loi, on le voit avec le Grenelle de l'environnement, est là pour accompagner les évolutions, parfois pour contraindre, oui. C'est le cas. Et en même temps, il faut garder cette souplesse, je crois, l'expérimentation, je crois, l'exemplarité. Et donc, encore une fois, je le disais dans mon propos initial, l'entreprise, alors, et à ce moment-là, une vraie source de créativité. Et c'est ce que vous avez démontré. Donc, on va continuer d'ailleurs. Donc, je vais sortir en disant que plus que jamais. Alors, vous me posiez une question tout à l'heure. Est-ce que l'entreprise, c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, ne va pas d'une certaine manière se substituer aux politiques? Non, surtout pas. Chacun son métier. C'est pas ce que j'ai dit. Non, bien sûr. Oui, mais comme tout politique, et je devais le faire, je tordais forcément votre propos pour retomber sur mes pieds. Mais, mais en tout cas, les élus, les responsables politiques, contrairement à ce qu'on raconte, connaissent l'entreprise, sont très ouverts à l'entreprise, ont cette expérience-là. Mais dans les pratiques et dans le discours politique national, ils oublient très souvent cette expérience locale et cette confrontation au quotidien. Et il faut réduire le discours politique, idéologique, opportuniste, court-termiste dans ce dialogue et à travers cette volonté que vous avez exprimée collectivement. De ce point de vue-là, je vous le dis très honnêtement, passionnant. Alors, Mick Bremans, un tout petit mot, peut-être Philippe Geoffard si le juge utile, mais il y aura de toute façon une deuxième conclusion parce qu'ensuite on va organiser la deuxième séquence. Le sprint prend un tout petit peu de retard. Peut-être une petite question. Mon domaine d'intérêt est surtout le marketing ou la stratégie. C'est clair des 2 derniers projets qu'on a entendus, mais des autres projets, est-ce que vous le communiquez à vos clients consommateurs et est-ce que vous en ressentez un bénéfice ou un bénéfice compétitif? Ah, très bonne question. Qui veut répondre? Je peux répondre si vous souhaitez, oui. Tout à fait, oui. On communique non seulement à nos consommateurs, donc les grandes entreprises en général, ou les entreprises qui nous achètent, mais aussi à nos fournisseurs ou nos partenaires avec qui nous travaillons, pour lesquels nous essayons donc d'avancer ensemble dans une même démarche. Donc
Un exemple, nous avons signé aussi un contrat pour la numérisation des 100 000 pour la BNF avec d'autres partenaires. Et nous avons un accord Nord-Sud, donc avec ces partenaires qui ont des usines de production qui se trouvent à Madagascar et l'île Maurice. On leur a demandé de s'engager avec nous sur une démarche éthique et le respect des salariés et des travailleurs dans cette entreprise. Donc l'entreprise a progressé pendant ces 8 dernières années avec une progression sans cesse du chiffre d'affaires et surtout un investissement dans le capital social de l'entreprise qui est passé de 2 millions d'euros à 5,4 millions d'euros cette année. Et Madame Bernadac, l'enfant, il est sensible au doudou ou à l'éthique du doudou? L'enfant, il est sensible à l'objet, mais ça peut devenir un support d'éducation aussi. Bon, je ne dis pas qu'il faut non plus leur bourrer le crâne. Mais dans le packaging, dans la manière... Le packaging, il n'y en a pas, il est minimaliste pour le coup. Mais voilà, c'est un support d'échange. On parlait tout à l'heure, on parle encore de communication. Comment toucher les gens, un maximum de gens, que ce soit des professionnels, des médias ou du grand public, des institutionnels, des financeurs. Il faut communiquer, il faut expliquer, il faut décoder, il faut baliser par des informations vérifiables, que ce soit des labels, que ce soit des choses extrêmement concrètes, et faire en sorte que le projet de développement durable devienne aussi un lieu d'échange. Il se construit comme ça aussi. Philippe Lefard, vous vouliez ajouter un mot? Ça sera le dernier pour cette séquence. La notion de... c'est un véritable retour sur investissement. Donc, je m'explique. À la fois, j'ai évoqué l'analyse de la valeur, mais c'est aussi... on nous a parfois reproché, quand on était devant des analystes, en disant, ou du moins interrogé sur le fait que vous dépensez forcément dans les contrôles sociaux, sociétaux, environnementaux, ça coûte de l'argent, et forcément, vous travaillez avec des sociétés qui vont coûter un peu plus cher, puisqu'elles respectent un certain nombre de règles. Et moi, j'ai coutume de dire que les bons sont bons, et les mauvais sont mauvais. Je m'explique, c'est-à-dire que les bons, nous vous causerons pas de problème. Donc finalement, ils vous coûteront peut-être éventuellement un peu plus cher facialement, mais comme ils vous livreront bien et vous livreront de la qualité, c'est un gain. Inversement, les mauvais seront mauvais, c'est-à-dire qu'immédiatement, on apparaîtra comme gagnant éventuellement un peu d'argent, mais derrière, c'est la catastrophe. Donc c'est de toute façon un très bon investissement. Je crois que ça a été dit, et ça a été ouvert aussi par Claude Tandil tout à l'heure, la notion de réintégrer ça dans un modèle économique bouclé, c'est quelque chose de fondamental, ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Merci mesdames, merci messieurs. Je vais vous demander de rejoindre vos places. Je vais appeler les entrepreneurs de la seconde séquence, Thierry Cantreau, Guillaume Baps, Elisabeth Dargent, Fabrice Millet, Didier Péréol et Daniel Lafranche. OK. Alors, même scénario, avec vous 6. Merci évidemment de nous rejoindre. On va commencer par le film de la société Cantreau. L'entreprise, c'est un tout où tout est interconnecté. L'économie, bien sûr, parce que c'est la vie de l'entreprise, mais aussi le respect de l'environnement, la place du salarié dans l'entreprise, donc tout l'axe social, et aussi la place de l'entreprise dans la société. C'est-à-dire que mon entreprise, ma boîte en métal, doit avoir une place dans cette rue, dans ce village, dans cette commune. Pour moi, c'est important qu'on existe aussi dans cette dimension-là. Bien sûr, l'économie, l'entreprise doit être pérenne, doit assurer un développement. Mais ce qui me réjouit au quotidien, ce qui me nourrit, c'est de faire grandir mes salariés. Parce qu'au départ, quand on recrute une personne, on recrute sur un CV, sur des compétences. Donc on intègre ces compétences dans l'entreprise. Mais derrière ces compétences, il y a un homme, une femme. Et en fait, le voir évoluer, apporter sa propre personnalité dans l'entreprise, c'est ce qui fait toute la richesse de l'équipe, en fait. C'est vraiment mon plaisir de chef d'entreprise de tous les jours. Donc je suis rentré en 1979 en tant qu'apprenti pendant plusieurs années donc dans l'entreprise du père à Thierry Cantreau. Et puis après pas mal d'années passées en atelier à faire de la fabrication et de la pose, Thierry Cantreau, à la reprise de l'entreprise de son père, m'a permis donc de passer au stade de responsable de production. Et puis ce qui permet dans une entreprise même modeste de pouvoir évoluer à plusieurs stades, à plusieurs postes, comme l'entreprise Cantreau me l'a permis. Voilà. Pour moi, entrepreneur d'avenir, ça veut dire ne pas chercher à avoir du succès, mais chercher à avoir de la valeur. L'idéal économique tel que je le conçois, moi, ce serait peut-être d'arrêter de penser à demain, mais de penser à après-demain. Belle conclusion. Donc, Thierry Cantreau, vous avez parlé de tout l'aspect social, managérial, la façon dont
la politique sociale que vous appliquez dans votre entreprise. Il y a un sujet qui permet peut-être de rebondir sur la table ronde précédente, c'est la relation avec les fournisseurs aussi, que vous avez travaillé de façon assez précise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ça fait partie, dans ce qu'on appelle au CJD, de la performance globale. Les fournisseurs sont une des composantes de cette performance globale, au même titre que les salariés, que les clients, que l'environnement et l'économie. Et les fournisseurs, si on veut que tout soit homogène, tout soit cohérent, on ne peut pas ne pas les considérer, ne pas les impliquer dans notre stratégie. Et comment vous les convainquez ? Justement, dans ce travail de diffusion qu'on essaye de promouvoir ici, et puis on n'est pas les seuls, et comme on l'a dit souvent, ça ne se fera pas en un jour. Comment cette diffusion de conception peut passer justement du client au fournisseur de façon à ce que le fournisseur lui-même voit l'intérêt, y compris l'intérêt économique, à adopter des démarches différentes ? Le choix. Tout à l'heure, Manuel Valls parlait d'exemplarité et d'expérimentation. J'ai le choix, en tant que chef d'entreprise, d'aller vers un fournisseur plutôt qu'un autre, en intégrant bien sûr les notions de prix, mais en intégrant aussi les notions de fabrication, du lieu de fabrication, enfin de tous les critères qui me permettent d'aller vers ce choix-là. Et l'exemplarité, pour que, encore une fois, je sois cohérent, eh bien, c'est ma responsabilité. Et alors, par rapport à la question qu'on se pose, c'est-à-dire comment on fait promouvoir la cause, comment on la fait avancer, la cause du développement durable, la responsabilité sociale, est-ce que vous auriez une idée que vous avez envie d'émettre et de partager avec vos pairs ici présents ? D'abord, ma femme me prend souvent pour un idéaliste. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Ça me rassure. Ça me rassure, je ne suis pas tout seul aujourd'hui à voir le monde dans la salle. Le troisième pilier au centre des jeunes dirigeants, après l'exemplarité et l'expérimentation, c'est l'influence. Aujourd'hui, en étant présent ici, c'est d'essayer d'influencer à la fois les politiques, les autres entreprises, tout simplement par ma participation et de faire connaître à mes clients, à mes fournisseurs, la démarche dans laquelle je suis engagé. On reprend un peu ce terme de militant. Hein. On l'a vu, il parcourt l'ensemble des interventions. Merci beaucoup. Fabrice Millet, alors vous avez créé l'entreprise Fabrice Millet, enfin vous ne l'avez pas créée, vous dirigez l'entreprise Millet, qui a été créée justement en 1946, qui maintenant compte 650 salariés, qui est spécialisée dans les portes et fenêtres. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein d'entrepreneurs d'avenir qui sont dans les portes et fenêtres. Je ne sais pas ce que ça inspire, mais enfin bon, c'est l'ouverture probablement, c'est le respect des beaux matériaux, mais enfin bon, il y en a plusieurs comme ça, mais écoutez, c'est très bien. Alors, même question qu'à vos collègues, quel est le point, quel est le levier, hein, le levier que vous suggéreriez d'actionner? Il n'est pas là? Ah ben vous voyez, c'est les portes et les fenêtres qui ont été revenus. On m'avait annoncé que finalement, il était là. Bon, écoutez, l'entreprise n'est faite que d'imprévus, et les entrepreneurs le savent mieux que quiconque, donc tant pis, j'avais cru qu'il était là. Alors, on va tout de suite passer au deuxième film, qui est consacré à l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, dont le représentant, alors là j'espère pour le coup, Guillaume Babs, est là. Oui, voilà, c'est beau. Allez, le film. Andes est une association qui est créée depuis 10 ans et qui a 3 secteurs d'activité différents. Une activité consulting à disposition des collectivités locales pour monter des projets d'épicerie solidaire. Une deuxième partie qui est l'animation du réseau et qui est pour faire grandir ces épiceries et leur donner de meilleurs outils pour travailler. Et une partie approvisionnement des épiceries, puisqu'il n'y a pas d'épicerie, s'il n'y a pas de rayons qui sont garnis. Fondamentalement, l'épicerie solidaire, d'abord, c'est un lieu de lien. C'est un lieu de lien. Et aujourd'hui, je crois qu'on crève tous, à l'heure de Facebook et de tous les réseaux sociaux, on crève tous de liens. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, je crois que c'est aussi redonner l'estime de soi. Parce que quand on est une maman, un papa, de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, je crois qu'il n'y a pas pire dans la vie. Donc l'idée de pouvoir se réapproprier le choix, faire à manger pour ceux qu'on aime, c'est quelque chose qui est très important en termes d'estime de soi. Ce qui m'a animé dans la création d'Andes, c'était d'essayer d'utiliser intelligemment les perversités des systèmes. Notre société surproduit d'un côté, et à la fois le nombre de gens
qui sont en difficulté et qui ont besoin d'avoir recours à l'aide alimentaire est croissant. Et donc c'était d'arriver à utiliser intelligemment tout ce qui était écarté, tout ce qui n'avait plus de vie et qui en fait méritait de revivre et de pouvoir aller vers les gens en difficulté, en ayant à cœur de garder la notion de la qualité et du plaisir. Et l'idée c'était de permettre à des gens qui sont en difficulté de se réapproprier l'acte de faire à manger, de repasser dans l'idée du plaisir de manger et du coup sans doute de retravailler sur la santé et d'autres notions connexes. Je pense qu'il ne faut pas opposer l'économique et le social. Voilà, c'est à mon avis deux courants qui sont à un moment complémentaires. Et puis je crois qu'il faut garder dans un esprit d'entreprendre, il faut garder une âme d'enfant. Il faut garder l'idée que rien n'est impossible. Et notre slogan ici, c'est même pas peur. Voilà, et je crois qu'il faut qu'on garde cette idée de même pas peur et qu'on soit imaginatif. Bien. Alors, on a bien vu le sens, qui est pas mal défendu. Hein. Le patron s'est communiqué, ça c'est absolument clair. C'est quoi le développement possible d'une entreprise comme celle-ci ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas opposer effectivement l'économique et le social. Il ne faut pas opposer l'État, les collectivités qui seraient juste les payeurs. D'un côté, l'entreprise qui serait les affreux capitalistes et méchants, et les associations qui seraient les sauveurs du monde. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'on a tous besoin de travailler ensemble. Alors, quelle est l'évolution de ce que pourrait être un projet comme le nôtre ? Eh bien, aujourd'hui, c'est par exemple, nous avons investi dans des machines. Nous allons produire nos jus de fruits, nos soupes, qui seront extraits des surstocks qui n'auront pas été remis en circulation. Et l'idée folle, c'est de créer une entreprise marchande qui donc appartient à l'association Andes. Si j'ai bien compris, le capitalisme, c'est faire remonter l'argent aux actionnaires. Eh bien, l'actionnaire, c'est l'association. Et on développe une marque de jus de fruits qui sera vendue chez Total et chez Simply Market, qui permet en fait que les usagers de ces épiceries s'approprient et utilisent le même produit que tous. Parce qu'en fait, la difficulté, quand on est dans une difficulté économique, c'est qu'on a envie de consommer comme tout le monde et que la marque est un symbole d'appartenance sociale. Donc, c'est votre marque qui deviendra le symbole de l'appartenance sociale. Ben oui. Très bien. Bon, alors, bonne nouvelle, Fabrice Millet était parmi nous. Donc, mes informations étaient bonnes, l'honneur est sauf. Donc, vous avez, j'espère, commencé à suivre un petit peu nos débats où vous aviez été retenu, mais peu importe. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous racontiez justement en quoi votre entreprise a pris un certain nombre d'options originales dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociale, et puis surtout, quelles idées vous avez envie de défendre. Alors d'abord, je suis très surpris parce que je n'étais pas prévenu sur l'intervention, mais donc je vais... Il nous enfonce là. Hein. Je vais essayer d'improviser. Alors bon, d'abord la société, vous l'avez présentée, c'est une société familiale à l'origine, donc créée en 1946 par mon grand-père qui était artisan menuisier. Donc c'est une entreprise qui a une histoire et je rebondirai un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au scope notamment. Je pense que dans le développement durable, il faut éviter d'être dogmatique et d'imposer un seul modèle. Il faut accepter la diversité. Il faut accepter aussi qu'il y ait des entreprises qui aient une histoire et qui aient un modèle, une vision un peu différente. Il faut accepter aussi que les gens ont chacun leur vision. Je pense que dans une scope, quand on a une personne, une voix, c'est la majorité certes, mais quand on a 51%, il y a quand même 49% qui peuvent être insatisfaits. Donc je pense que ça ne supprime pas le dialogue qu'on peut avoir dans une entreprise classique. Ça ne supprime pas l'écoute en fait, et le partage, quoi. On peut avoir dans une entreprise classique des démarches. Donc nous, on a créé des groupes de travail développement durable sur chaque site. Alors, en fait, ces groupes de travail échangent sur la mise en place de plans d'action qui concernent 4 principes, en fait, qui sont de supprimer les produits toxiques, supprimer les matériaux issus de ressources fossiles, qui sont de supprimer la destruction de la nature, en fait. Donc là, on parle de déforestation, destruction. Dans notre contexte de fabricant de portes et fenêtres, notamment en bois, on parle de déforestation. Donc on a pour principe d'acheter 100% de bois éco-certifié. Et le 4e principe, qui est plutôt un principe social, c'est comment contribuer à créer un équilibre et pour que chacun puisse subvenir à ses besoins, en fait. Puisqu'on fait partie d'une chaîne. On est une entreprise, on a des clients, on a des fournisseurs, on a un environnement autour de nous et comment faire pour ne pas maximiser notre profit au détriment d'autres entreprises et comment faire pour ne pas trop le minimiser aussi au profit d'autres. C'est aussi tout l'intérêt de créer derrière des partenariats clients, des partenariats avec nos clients,
des partenariats avec nos fournisseurs, mais je pense que le mot partenariat, il est aujourd'hui souvent galvaudé. On parle de partenariat quand on a une relation client-fournisseur. Je pense qu'il faut plus parler d'alliance, en fait. L'alliance, c'est un petit peu différent parce que c'est un engagement peut-être plus long terme, c'est un engagement peut-être, un partage, une structure commune. Et je pense qu'il y a des choses, il y a des idées à trouver dans les alliances entre clients et fournisseurs pour avancer dans le développement durable, dans des idées qu'on a et qu'on peut mettre en œuvre ensemble. Et puis après, bon, il y a plein d'idées, mais on pourrait développer pendant des heures comme ça. On va les développer, hein, ça va être l'objet des commissions. Je notais juste que dans le sondage qu'on a mentionné tout à l'heure, justement, la nécessité d'inscrire ces expériences dans des démarches collectives, de les mutualiser, de trouver des lieux d'échange, qui a été plusieurs fois mentionné, apparaissait très très haut dans la revendication des entrepreneurs, bien avant les aspects financiers ou réglementaires. Hein. Donc ça confirme. Bien, je me tourne maintenant vers, que je ne fasse pas de bêtises dans l'ordre, parce que ces petits changements m'ont un petit peu perturbé. Je me tourne donc vers Didier Péréol, qui dirige une société d'agroalimentaire en Rhône-Alpes, avec 84 salariés, fondée en 1988, et qui développe des produits issus de l'agriculture biologique, notamment en épicerie sèche. Et donc, même question qu'aux autres, Didier Péréol. Oui, bonjour. Donc, je préciserai en Ardèche. Donc, ce que je vais préciser, c'est important pour moi, le territoire, c'est de montrer que des entreprises, je suis un chef d'entreprise autodidacte, fils d'agriculteur, qui a développé une entreprise avec un concept particulier, parce qu'on ne développe que des produits issus de l'agriculture biologique. Et pour moi, c'est très important que notre avenir de la planète et notre façon de consommer au niveau alimentaire, sur l'air qu'on respire, l'eau qu'on va boire dans les années qui viennent, les aliments qu'on va consommer, est très important pour la vitalité de toute une société et une vitalité d'économique aussi. Donc notre entreprise est engagée, elle initie, transforme et commercialise à ses marques des produits biologiques et écologiques issus du monde végétal. Notre engagement va bien au-delà, parce que donc l'engagement, on l'a dit, c'est dans l'entreprise, on fait que la transformation, donc des biscuits, des pâtes, et un produit original qu'on a fait connaître aussi dans notre monde, c'est la petite graine de quinoa qui vient d'Amérique du Sud. Donc d'engagement aussi sur la notion de commerce équitable, on en a parlé déjà tout à l'heure, je crois Rémi en a parlé. Dans cet engagement, on a une transversalité plus large, donc une transformation des produits alimentaires, commerce équitable, solidaire, contractualisation aussi avec des producteurs locaux, la châtaigne de l'Ardèche, le petit épaule d'eau de Provence, plein de productions locales. Et également, ce qu'on veut faire, ce que je souhaite faire, partager avec tous mes collaborateurs dans l'entreprise, c'est l'engagement qu'on met aussi dans le développement durable, parce que ce que je dis dans notre argument, c'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est aller jusqu'au bout des choses dans le développement durable, donc toute utilisation d'énergie renouvelable. Panneaux solaires, bien entendu, mais on est une seule entreprise, je pense, dans la région Rhône-Alpes, à avoir une éolienne sur son parking, donc pour utiliser au maximum des énergies renouvelables dans notre société. Également, jusqu'au bout des choses, c'est une restauration d'entreprise avec des produits bio, bien entendu. On a recruté une personne qui nous sert des repas bio tous les jours en produits frais. Et dernière action, c'est création d'une fondation d'entreprise. Alors, on parlait tout à l'heure de budget. Nous, on va développer entre 5%, voire 10% cette année de notre résultat net qui va être consacré à développement de cette fondation. C'est un vœu aussi important que je souhaite partager avec l'ensemble des collaborateurs sur une fondation d'entreprise qui va s'engager sur la pédagogie, sur de l'éducation à la meilleure qualité d'alimentation. Gros déficience dans notre pays, malheureusement au niveau scolaire, on ne parle pas du tout de la qualité d'alimentation, on ne parle pas du tout de cette approche-là qui est quand même, je viens de le préciser, moi on a parlé beaucoup d'autres domaines d'activité aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur le domaine alimentaire qui est un élément vital pour notre société. J'espère qu'à midi on aura un bon buffet de produits bio et que c'est un phénomène important sur lequel on souhaite engager. En deux mots, est-ce que la crise vous freine dans votre mouvement? Non, pas du tout. Alors la croissance, moi je connais qu'une croissance à 2 chiffres depuis qu'on a créé la société. On est devenu un des leaders d'épicerie sèche en produits bio sur le marché français. On a d'autres ambitions au niveau européen, bien entendu. Et l'année dernière, on a fait plus 28%, et cette année, on a plus 22%. Pour montrer qu'on est dans un secteur où on a encore beaucoup de choses à développer. On a vu un autre exemple tout à l'heure, dans l'entreprise, dans le secteur où on peut développer beaucoup. Oui, allez-y, Manuel Valls. Là, c'est le maire qui est intéressé. Vous parlez de la question de l'éducation aux produits bio, au commerce équitable.
dans toutes les villes de France, on sert la restauration scolaire. Donc ce sont, pour ma ville, des milliers de repas tous les jours. Et on a beaucoup de mal en termes de performance économique, parce qu'il faut à la fois que tout le monde puisse bénéficier de ce commerce équitable et de ces produits bio, notamment dans les quartiers les plus populaires, parce que je pense qu'il y a une inégalité profonde encore aujourd'hui dans la consommation. On le voit bien, y compris tous les jours, dans n'importe quelle grande surface. Vous avez un peu plus d'argent, vous consommez mieux. Vous avez moins d'argent, vous consommez moins bien, si je vais très vite. Mais par rapport au marché et par rapport à la restauration scolaire, ça reste extrêmement cher encore pour les collectivités territoriales, face notamment aux grands groupes, je ne vais pas citer les noms, qui sont évidemment des grandes entreprises qui soutiennent le Tour de France, qui fonctionnent aux produits bio, on le sait bien. Mais et comment on peut fonctionner en termes de bons de commande publique pour évidemment faire baisser les prix et donc du coup introduire ce commerce équitable et ces produits bio et cette diversité de nos terroirs. Didier Péréol, la réponse en le, deux mots. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les produits alimentaires dans notre pays n'ont pas un vrai prix. Par rapport à les formes de la PAC, vous allez le voir, ça va être les grandes discussions et qui va changer beaucoup de donnes au niveau de notre marché agroalimentaire. Et qu'aujourd'hui, un produit bio, c'est un produit de qualité qui nécessite beaucoup de travail, plus de main-d'œuvre au niveau de l'agriculteur. Et puis, il y a un meilleur respect, je dirais, des prix. Vous voyez, la problématique qu'on a sur le lait aujourd'hui, les producteurs en lait bio valorisent beaucoup plus leur production. Alors, la notion de prix et des qualités, c'est un grand débat. Je ne vais pas monopoliser la parole sur cette approche des choses, mais je crois que l'avenir va nous le dire quand on aura des discussions au niveau de la PAC qui va changer beaucoup de donnes et que c'est évident que plus on développera la production bio, il est évident que les prix, la logistique, tout ça risque de changer. Okay. Voilà. Très bien. Alors, dernier film sur la société, Main Forte, dont la dirigeante Elisabeth Dargent était également à cette tribune. Main Forte est une entreprise de transport régional et d'insertion. Nos employés sont tous issus du chômage ou de la non-activité. Ce sont des personnes qui ont connu des ruptures, soit professionnelles, soit personnelles, et qui se sont retrouvées sans emploi et qui souhaitent se réinsérer dans le monde professionnel. Notre objectif premier, c'est bien que ces personnes qui ont connu le chômage ne le connaissent plus. Et donc on fait tout ce qui est possible pour nous, dans le cadre professionnel, pour qu'ils aient un travail à la sortie. La particularité par rapport à une entreprise classique, c'est qu'on les accompagne aussi socialement, psychologiquement, etc., pour que ça soit vraiment une réinsertion pérenne. Main Forte m'a fait confiance. J'étais peut-être parti pour un gars non courageux après une longue période de chômage, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais pas trouvé ce qui me convenait. Mais avec Main Forte, j'ai retrouvé l'envie et vraiment une bonne entreprise qui m'épaule, qui nous pousse à aller plus haut et repartir dans le sens, dans le bon sens. Et vraiment, c'est une bonne chose. C'est une des rares entreprises à effectuer ce genre de démarche. Donc l'insertion, pour moi, c'est vraiment pouvoir donner aux gens une deuxième, voire une troisième chance. Et l'insertion professionnelle en soi, pour moi, c'est fondamental parce que se resocialiser, revivre normalement, ça passe aussi par le travail. Pour construire l'avenir, je pense qu'il faudrait remettre au sein de nos entreprises l'homme au cœur de nos préoccupations et prendre des décisions en tenant compte du facteur humain. Parce que ce que je constate tous les jours, c'est qu'un salarié qui va bien, travaille bien, et donc donne de la valeur à l'entreprise. Madame Dargent, il y a pas mal d'autres entrepreneurs comme vous qui, sur d'autres secteurs, travaillent sur ce domaine de la réinsertion. Vous gardez les salariés durablement ou une fois que vous leur avez remis le pied à l'étrier, ils ont vocation à quitter l'entreprise pour en accueillir d'autres que vous aidez à se réinsérer à la vie active traditionnelle, j'allais dire? Alors tout d'abord, j'ai un peu l'impression d'être venue avec mes gros camions. On n'arrête pas de parler d'environnement. Alors sachez, Mme Nota, qu'ils sont tous à la norme Euro 5 et que je suis venue en train ce matin. Voilà. Bon, sinon, non, notre vocation n'est pas de les garder. Dans l'insertion, ils ont un parcours maximum de 2 ans chez nous.
Mais en moyenne, les personnes font 12 à 18 mois. Et après, on les accompagne quand ils sont dans l'entreprise à la fin du parcours, mais aussi quand ils sont sortis, pour trouver un emploi. Et donc, ce qui est important, et je suis venue surtout témoigner de ça, c'est que faire confiance aux gens, ça fonctionne. Et 60% des personnes qui sont passées chez nous trouvent un emploi à la sortie. Et encore plus important pour moi, parce qu'on a fait une étude qui n'est pas encore tout à fait finalisée, mais j'ai ce chiffre, après 10 ans, puisque ma forte a maintenant 13 ans, après 10 ans ou 13 ans, encore 60% des personnes qui sont passées chez nous sont à l'emploi. Donc surtout, je veux témoigner parce qu'on a souvent l'image que l'insertion, c'est du ponctuel. Les gens vont travailler 6 mois, 1 an et vont retomber dans leurs travers ou dans leurs difficultés, si je puis dire. Eh bien, je me mets contre ça et je témoigne de l'inverse. C'est que ces parcours sont très importants et que les gens s'en sortent et que la majorité des gens s'en sortent. Donc, pour reprendre le thème, je ne suis pas naïve, on a quelques échecs, mais le message, je ne viens rien réclamer du tout. Voilà, j'estime que... Alors moi, je ne parle pas de subventions, j'estime que j'ai 2 valeurs. J'ai une valeur économique et une valeur sociale. Donc les subventions que je touche, puisqu'on est entreprise d'insertion, c'est du chiffre d'affaires social, je crée de la valeur. Et j'en rends beaucoup, puisque je pense que je paye plus que ce qu'on me donne, en impôts, en charges, etc. Donc je n'ai pas de scrupule du tout avec ça. Donc je suis venue rien demander du tout. Je pense juste que être entrepreneur d'avenir, c'est aussi faire comprendre à chacun que tout le monde peut changer le monde. Voilà, que tout le monde, même mes salariés, moi je leur dis, mais non, il n'y a pas de fatalité. Chacun se prend en main et chacun peut changer à son niveau le monde et faire qu'il est meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, dernier témoignage avec Daniel Lafranche, qui dirige une entreprise spécialisée dans les équipements automobiles, 600 salariés, 620 salariés, fondée en 1984. Et alors vous faites travailler pour 4/5 de vos effectifs des personnes qui ont des handicaps plus ou moins lourds. Racontez-nous votre... Oui, quelques mots sur Bretagne Atelier, parce que malheureusement, il n'y a pas eu un petit film qui aurait permis de voir un petit peu ce que nous faisons dans l'entreprise. On met l'homme au cœur de notre dispositif. Aujourd'hui, effectivement, 620 personnes, un peu plus de 450 personnes reconnues handicapées. Donc nous sommes ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise adaptée. On se doit, en production, d'avoir 80% de personnes reconnues handicapées. 22 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Chiffre d'affaires qui est en partie de la valeur ajoutée parce que nous sommes très présents, comme vous l'avez indiqué, dans l'automobile, plus de 60%. Et là, on est en matière confiée. Par contre, tous les nouveaux marchés qu'on essaye de développer, de se diversifier, on doit là faire appel aux achats, maîtriser les achats en interne. PSA, Peugeot Citroën, qui est notre premier client, et historique depuis plus de 30 ans, nous accompagne. Je tiens à les citer aussi parce qu'aujourd'hui, on souffre avec eux en termes de secteur d'activité pour la vente de véhicules. Mais c'est un groupe qui, aujourd'hui, confie 45 millions d'euros d'achats au secteur protégé, donc que ce soit entreprise adaptée ou ESAT. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est un axe que nous, on essaye de pousser auprès de nos donneurs d'ordre. On a parlé tout à l'heure d'alliance, de partenariat. C'est ce qu'on essaye d'avoir avec des entreprises qui se reconnaissent de l'économie, pas de l'économie sociale, mais avoir une responsabilité sociale envers un engagement commercial. Et puis également, on accompagne ceux qui le souhaitent dans une démarche de démystification du handicap, également sur un champ économique, parce que toute entreprise qui fait un chiffre d'affaires avec une entreprise qui emploie des personnes handicapées comme nous, donc entreprise adaptée, peut s'exonérer de son obligation d'emploi de 50%. Mais au-delà de cette exonération, je pense qu'on le voit de plus en plus, on aide l'entreprise à intégrer et elle aussi à avoir cette démarche sociétale d'intégrer les personnes en fragilité. En termes de demande, je pense que toutes les commissions un petit peu aujourd'hui répondent un petit peu à ça, c'est de se dire un petit peu comme commerce équitable, j'aimerais qu'on arrive à identifier, donc je sais qu'on va travailler sur le label, un label, et moi-même j'ai déposé une marque et quand je dirais, tout le monde sera prêt, on pourra parler un petit peu de produits réalisés aussi par des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt, même si la loi de 2005 change un petit peu les choses, avec notamment le maintien le plus longtemps possible dans le système scolaire des enfants, et puis aussi cette grande dynamique qui est faite d'avoir de l'emploi réservé dans les entreprises à hauteur de 6%, on en est encore loin, y compris dans les collectivités. Et ça, c'est le deuxième point, entre autres, qu'a cité Mme Nota.
même s'il y a des dispositifs aujourd'hui prévus par le Code des marchés publics, encore trop souvent, on fait peu appel et on ne notifie pas, alors qu'on pourrait le faire systématiquement, des clauses sociales. Et puis après, si des gens répondent, ils répondent. S'ils ne répondent pas, ils ne répondent pas. Ou chaque entreprise pourra aussi se positionner sur ce critère, et qui sera un critère au même titre que la qualité, les délais, le prix. Mais on regarde sous cet angle social. Bien. Dernier élément, c'est la partie financière. Je sais qu'elle est aussi évoquée cet après-midi. Là encore, on l'a vu, quel que soit le statut, parce que souvent on nous dit 650 personnes, on est sous statut associatif, association reconnue d'intérêt général, et on nous dit c'est pas possible, vous êtes dans l'industrie, on ne peut pas vous accompagner. Les conditions bancaires se sont durcies. Déjà hier, c'était très difficile d'avoir accès à des levées de fonds. Je dirais que là aussi, peut-être travaillons sur des levées de fonds, avec aussi des niveaux de taux en phase avec l'action sociale que peuvent être entrepris par ces entreprises, et pas l'inverse en disant vous êtes une entreprise à vocation sociale, donc vous êtes plus à risque, donc on vous fait des taux plus élevés qu'une entreprise classique. Merci beaucoup. Merci notamment d'avoir introduit un certain nombre des thèmes qu'on va aborder en commission. Alors, autant le dire tout de suite, notre performance sur le sprint a été assez moyenne, mais ce n'est pas très grave parce que de toute façon, ce qu'on a entendu valait largement le coup de déborder un tout petit peu. Je vais quand même donner la parole aux 4 témoins pour leur demander chacun de prendre la parole, mais alors super brièvement, la quintessence de ce qu'ils tirent de notre discussion de ce matin. Dans l'ordre qu'ils veulent. Nicole Notat d'abord. Et puis, très court. Je crois que tous les projets méritent. Pardon. Ah ben voilà. Non. Allez, Nicole Notat qui a commencé à chaque fois conclura comme ça. Allez, vraiment, allez-y. Je crois que tous les projets méritent notre respect, et c'est très très bien de constater que les choses se réalisent. Je crois que ça c'est important. Il y a des actions. Manuel Valls. La gauche est majoritaire en termes de valeur. Donc il faut que ça se sache. Nicole Notat. Un vœu peut-être aux entrepreneurs, auprès des entrepreneurs d'avenir. Si on entend dans toutes les contributions qui ont été faites, vous avez les uns et les autres mis en évidence que le développement durable traduit en objectifs opérationnels, etc., c'était à la fois un facteur d'innovation, innovation de produits, innovation de R&D, innovation dans les modes de production, dans les modes de consommation, dans les modes de transport. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu tout à fait fort. Vous avez dit aussi pour certains que c'était aussi un facteur de motivation, de fierté, de cohésion des collaborateurs qui fait sens aussi par rapport à la performance de l'entreprise. Vous avez mis aussi en évidence le facteur de performance globale et de création de valeur durable. Et donc, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'addition de ce qu'on a entendu et des affirmations qui sont des affirmations de conviction aussi, il faudrait qu'on arrive tous ensemble à mettre en mots, à mettre en mesure, à mettre en démonstration pourquoi nous sommes sûrs que c'est de la création de valeur avec un S durable. Et peut-être que tellement de cas rassemblés là fournirait la matière capable de transformer ça, de mutualisation et de passer de l'addition des cas concrets à une démonstration plus collective. Très bien, merci beaucoup. Et Philippe Joffard. L'entreprise est un lieu assez exceptionnel pour faire de la pédagogie. Donc tout ce qu'on peut apprendre en développant nos produits, en donnant donc des habitudes de gestes justes à nos collaborateurs, ça leur sera après beaucoup plus facile de l'appliquer en interne. Donc c'est un lieu de pédagogie à la fois interne avec des applications externes. Nous sommes tous ici parce qu'on a commencé le développement durable et co-conception il y a un certain nombre d'années. Nous étions à ce moment-là en désobéissance. Il nous faut impérativement rester en désobéissance. Parce que c'est comme ça qu'on continuera à faire avancer les choses. Je pense au transport. Le fer, par exemple, est en retard. Il nous faut impérativement, et Dieu sait pourtant qu'aujourd'hui la SNCF bloque un peu sur le sujet pour des raisons de rentabilité, il nous faut impérativement accélérer ce sujet. Donc, dernier point... pour moi, le développement durable ne doit pas être plus cher. C'est-à-dire que nous faisons en sorte chez la FUMA d'avoir des produits éco-conçus qui sont au maximum au même prix. Et nous avons aussi une cantine bio, Monsieur Valls, et nous avons la plus grande difficulté à nous approvisionner. Alors, comme j'ai un voisin à côté qui est ardéchois, voilà. Vous allez pouvoir faire le des principe, affaires. c'est que le développement durable, ça ne se fait pas surpayer, ce n'est pas du marketing, c'est de la réalité industrielle, et j'évoquais l'analyse de la valeur. Voilà. Merci à tous. Alors, vous nous avez beaucoup éclairés.
Vous nous avez donné matière à réflexion pendant les commissions. Alors, je rappelle, parce que je pense que vous, par définition, vous allez chacun participer qu'à 2 commissions. Donc, je rappelle les thèmes des commissions parce que je pense qu'elles sont une feuille de route tout à fait qui parle d'elles-mêmes. La première commission, vers un label responsable, comment valoriser et récompenser les entreprises engagées. Ça aura lieu ici même, tout de suite, salle Victor Hugo, donc. La deuxième commission, entreprises, associations, pouvoirs publics, comment construire ensemble des projets innovants, salle Lamartine, dans ce bâtiment de l'Assemblée nationale. Troisième, et tout de suite. Troisième commission, l'homme et la planète, comment s'engager et transformer les défis en opportunités de nouveaux marchés. C'est la salle Colbert. Les membres de cette commission vont devoir traverser la rue de l'Université, dûment encadrée par le service d'ordre de l'Assemblée nationale. Puis, après le déjeuner, commission 4, gouvernance, comment mettre enfin l'homme au cœur de l'entreprise. Ça, je pense qu'on l'a entendu un certain nombre de fois ce matin, ici même, salle Victor Hugo. 5e commission, financement et investissement, comment favoriser et accompagner les entreprises responsables, salle Lamartine. Et 6e commission, cadre et dirigeants, comment les former pour transformer la société en salle Colbert. Comment, 6 fois comment. Le cahier des charges des commissions est très clair, c'est de fournir des propositions, des idées que nous partagerons ensuite en plénière ici même à 17h ce soir. Ça n'est pas terminé, comme vous le savez, ça n'est pas terminé. Vous savez que notre Parlement n'a pas, en tout cas n'a pas encore, le droit de voter des lois, mais il a l'ambition et peut-être même le pouvoir de les influencer. C'est pourquoi nous avons souhaité solenniser, symboliser la démarche qui nous réunit aujourd'hui avec la rédaction et la signature d'un manifeste qui est écrit ici, mais comme il est écrit en petits caractères, je trouve que ça serait pas mal qu'on le lise et qu'on l'entende. Après quoi, tous ceux qui le souhaitent pourront signer ce manifeste. J'espère que vous serez nombreux à le faire, tant nos partenaires que les entrepreneurs d'avenir. Et vous savez que la tradition à l'Assemblée nationale, c'est que le rôle le plus prestigieux est souvent donné aux doyens. Alors nous, on a fait un clin d'œil et on a pris le parti exactement inverse. Et on a demandé à la Benjamine des entrepreneurs d'avenir de venir lire à cette tribune le manifeste. Il s'agit de Laurence Lascari, qui est dirigeante de la société, ouvrez les guillemets, de l'autre côté du périph', fermez les guillemets, qui emploie 3 salariés, qui a été lauréate du réseau Entreprendre, un de nos partenaires, et des Talents des Cités, organisé aussi par Jacques Huybrecht, qui a organisé cette journée. Et donc, je laisse la parole à Laurence Lascari pour lire le manifeste. Après quoi, je demanderai aux membres de la commission Colbert, c'est-à-dire la 3e commission, de partir en premier, et les autres, vous les laissez partir, puisqu'eux ont un peu de route à faire. Voilà, et on se retrouve ici à 17h pour la plénière de conclusion. Merci Gilles. Mesdames et messieurs, tous les signaux l'indiquent, notre société est en quête d'un avenir moins contraint par la dictature du gain immédiat, la dérégulation et la consommation à tout prix. De cette crise économique historique, qui vient s'ajouter aux défis environnementaux et sociaux auxquels nous devons répondre, peut naître un monde plus équilibré dans lequel l'entreprise doit élargir son rôle. Conscients de nos responsabilités, nous, entrepreneurs d'avenir, pensons que le futur est plus que jamais porteur d'innovations positives pour la société, que l'entreprise doit être un acteur majeur du changement, que toutes les forces de production doivent converger pour créer les conditions d'une économie durable, que l'acte d'entreprendre dépasse largement son unique expression financière, qu'entreprendre est un acte fort, pluriel, profondément humain et qui doit contribuer à l'épanouissement de tous ceux qui le portent. La crise que nous vivons est sévère et nous impose d'agir. Le temps est venu de repenser les notions d'efficacité, de rentabilité, de valeur, d'engagement des parties prenantes et donc d'élargir la palette des indicateurs de richesse pour les entreprises comme pour les pays. Il nous faut orienter l'entreprise vers une nouvelle démarche entrepreneuriale, plus consciente de ses responsabilités, plus ambitieuse et ouverte dans ses engagements, qui construit sa performance et ses gains dans la durée et l'équité. C'est le sens de notre démarche d'un mieux entreprendre pour l'avenir. Bien conscients du pourquoi, nous voulons désormais travailler sur le comment. Au cœur de ce dispositif, tous ceux qui œuvrent dans le sens d'une activité plus responsable, dirigeants d'entreprises, d'associations, de SCOP,
dont la volonté est d'engager dans une perspective de performance globale, réconciliant efficacité et responsabilité. C'est avec ces ambitions qu'ensemble, nous lançons maintenant et pour le futur, avec tous les entrepreneurs engagés dans une démarche de progrès, le Parlement des entrepreneurs d'avenir, dont la vocation sera de réunir pour échanger avec tous les pionniers d'un nouveau modèle de croissance, communiquer pour promouvoir ce nouvel esprit d'entreprendre, mettant l'homme et la planète au centre de l'économie et non à son service, proposer pour transformer les règles et les lois d'un système économique et social qu'il faut rendre à la fois performant, cohérent et solidaire. Merci. Bien. Merci Laurence Lascari, merci à vous tous, merci de votre présence, de vos idées.